Tu l'as envoyé au tapis, et maintenant si t'essayais de m'y envoyer... Non! Sur le ring! Tommy Gunn ne se bat que sur le ring! Allez, viens! Mon ring, c'est la rue. Hello there. You take the red pill. Nom de Zeus. Wingardium Leviosa. Get away from her, you bitch! What? Too close. Hasta la vista, baby. Salut mes petits boxeurs du dimanche et bienvenue dans La Saga, le podcast où on décortique toutes les sagas du cinéma, un film à la fois. Je suis Sofiane et je suis super triste aujourd'hui parce que le robot est mort. Le robot n'est pas dans ce film et donc je l'ai un peu mauvaise, voilà. Et avec moi, comme toujours, il revient pour nous gueuler dessus tel le fantôme de Mickey. Coucou Zoltan. Ça va, mais d'ailleurs je me dis, on en parlera, mais s'il avait vendu le robot, il aurait pu se refaire en fait. Bah, je pense qu'ils l'ont vendu. Hein. Ah bah 250 000 t'avais dit. Ouais. Il y a de quoi se refaire. Ouais, carrément. Ouais. Cette semaine, on va vous parler du mal aimé, du film peut-être le moins aimé de la saga Rocky. Rocky V, réalisé par John Avildsen et écrit par Sylvester Stallone, comme d'habitude. Avec nous cette semaine, vous le connaissez peut-être pour un paquet de choses, dont son boulot pour Rocky Rama, TF1 ou encore Tsugi Radio en ce moment. MCM aussi, quand même. MCM, la liste est longue. Bienvenue, Nico Pratt. Merci beaucoup, salut. Merci de m'inviter. Merci à toi d'être venu. Et on a une question qu'on pose à tous nos invités. Ouais. Quelle est ta saga préférée en dehors de Star Wars ? Alors, ce serait pour le coup même pas Star Wars. J'ai très envie de répondre James Bond, mais c'est pas forcément une saga qui se tient en termes de saga. Je veux dire, dans la continuité, elle est un petit peu hors catégorie par bien des aspects. Du coup, j'ai envie de répondre Alien. Fallait venir dans Bond's Planning, je savais pas que t'aimais bien Bond. Ah bah je suis très, alors, pour le coup bravo parce que je suis très fan de Bond's Planning et je suis un grand fan de James Bond et non pour le coup je préfère choisir Alien parce qu'il y a un truc que beaucoup de sagas n'ont pas et que Rocky pour le coup n'a très clairement pas, c'est cette capacité à chaque fois être prise en main par de vrais auteurs qui en ont un peu rien à foutre de ce qui a été fait avant et de ce qui a été fait après, mais voilà. Ouais, Alien, il a ça et Mission Impossible, c'est les deux. Pour le coup, on l'a pas encore cité Alien depuis le début. C'est vrai. Mission Impossible, qui est vraiment pour le coup très clairement sous la gouvernance Tom Cruise, et je trouve que même la saga Alien arrive à échapper à ça. C'est-à-dire que sur un Alien 3, par exemple, tu as Sigourney Weaver qui laisse plus ou moins carte blanche à Fincher, par exemple. Mais bon, bref, ne parlons pas d'Alien, mais voilà, ma réponse est Alien. C'est dans le chapeau, et en tout cas, tu seras sûrement invité quand on tombera sur Alien, j'imagine. Ah bah, avec grand plaisir. Qu'est-ce que la saga Rocky représente pour toi ? Déjà, pour moi, ça représente Rocky 1. Je sais que vous êtes des grands fans de Rocky 4, mais pour moi, c'est très clairement Rocky 1. Non, je trouve que c'est une saga intéressante parce que pour moi, ça représente quand même une sorte de confusion. Une confusion que j'ai moi-même entretenue. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai cru que la saga Rocky, les films Rocky, c'était Rocky 4, c'est-à-dire les films un peu bourrus, grandiloquents, limite parfois, enfin très clairement over the top, alors qu'en fait, finalement, il y a beaucoup plus dans la saga Rocky que ça, et pour moi, Rocky, c'est plutôt Rocky 1. Et il y a un peu ça, mine de rien, avec Rocky comme avec Rambo, c'est-à-dire quand on dit Rambo, les gens pensent Rambo 3, alors que Rambo 1 est un film complètement aux antipodes de ce qui est devenu, un film extraordinairement émouvant, très intimiste, limite fauché, et voilà, et c'est vrai que quand on pense Rocky, on pense très clairement à Rocky 4. Je pense que la plupart des gens, le grand public, pense à Rocky 4. Et pendant longtemps, pour moi, c'était Rocky 4. Ou le 3, quoi. C'est un des deux. Ou le 3, voilà, exactement. C'est un des deux. Alors qu'en fait, quand on voit le 1, on se rend compte que c'est un film où il n'y a pas de boxe, où il ne se passe pas grand-chose, c'est très, très fauché, c'est profondément triste. Donc voilà, donc pour résumer, je dirais une certaine confusion. Ou une méprise, voilà, une méprise pour le dire là. C'est marrant parce que quand je t'avais dit de venir dans le podcast, quand je t'avais proposé, j'avais fait une liste des films et je m'étais dit jamais il prendra Rocky 5 et c'est Rocky 5 que tu as choisi. Et j'étais là, je fais pourquoi il a pris Rocky 5 quoi. Alors, écoute, je vais te répondre. D'une part,
parce que comme tu l'as très bien dit en intro, c'est le film non seulement que personne aime, mais c'est le film que personne ne connaît. C'est-à-dire que je pense que du fait que Rocky Balboa, qui est sorti dans les années 2000, s'appelle Balboa et pas 6, je pense que beaucoup de gens ne se souviennent même pas qu'il y a eu un 5, parce que ça a été un flop complet, parce que personne ne l'aime, même Stallone ne l'aime pas. Du coup, moi, j'ai envie de l'aimer, en tout cas de le défendre, même si c'est pas toujours simple. Donc rien que pour ça, rien que du fait que personne ne l'aime, j'ai envie de l'aimer un peu. Et ensuite, parce que je trouve que c'est un film qui... Alors, c'est un mauvais film, hein, voilà, je ne vais pas du tout crier au chef-d'œuvre et je n'ai pas du tout l'intention de le réévaluer, mais c'est un film qui est intéressant, qui est bourré de bonnes intentions, déjà. Ouais. Et surtout, vous en avez parlé dans le précédent épisode sur Rocky 4, et sans doute d'ailleurs dans tous les épisodes, c'est-à-dire que c'est un film qui finalement dit beaucoup de Stallone. Et en fait, c'est ça qui est passionnant avec Stallone, c'est que les films de Stallone sont en fait des résumés de la vie de Stallone personnelle, de là où il en est dans sa vie à ce moment-là. Et du coup, voilà, je trouve que Rocky 5 est particulièrement intéressant sous ce prisme-là. Mais encore une fois, c'est surtout parce que j'ai envie de défendre le vilain petit canard. Je trouve ça plus intéressant de défendre le vilain petit canard que de venir défendre Rocky 1 ou Rocky 4. Qui personne va attaquer Rocky 1, je voilà, pense. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Finalement, le film n'avait pas vraiment besoin de moi. Si quelqu'un était venu là pour attaquer Rocky 1, j'aurais été un peu choqué quand même. Tu serais devenu Tommy Gunn. Voilà. Pour parler de la carrière de Stallone, comme on fait un peu dans chaque épisode, depuis Rocky 4, il est apparu dans Cobra, dans Tango et Cash, dans Rambo 3, dans Over the Top et dans Haute Sécurité. Donc en gros, tu as l'impression qu'il est sur la pente glissante petit à petit de devenir un has-been, un peu Stallone. Là. Et ensuite, il va rentrer dans les années 90, qui est une décennie très difficile pour lui, où il a eu quelques petits succès par-ci par-là, comme Cliffhanger, comme Demolition Man. Et Copland, mais sinon, c'est quand même assez vide, les années 90 pour Stallone. Ce sera plus un icône, quoi. Années 90, il se fera voler la vedette par un mec comme Jim Carrey, par exemple, dans un autre registre, mais je veux dire, ce sera plus la star ultime. Tom Cruise, hein. Oui, voilà, ou Tom Cruise, non, mais pour essayer dans les films d'action, en effet. Non, mais voilà, c'est-à-dire qu'il passe la main et c'est plus. Même lui et Schwarzy, les deux vont doucement passer un peu à autre chose. C'est même tout le cinéma d'action des années reaganiennes, des années 80, en gros, qu'on peut résumer par le cinéma d'action Planet Hollywood, qui en prend un coup, quoi. C'est-à-dire qu'au début des années 90, il y a déjà l'Amérique de Reagan va devenir l'Amérique de Clinton. En 93, et du coup, tous ces mecs-là prennent un sérieux coup de mou, quoi. Ça parle plus à leur cinéma parle plus à grand monde. Maintenant, les gens commencent à se passionner pour des profils à Tom Hanks. On peut pas imaginer plus éloigné de Stallone. Donc c'est vrai que c'est vrai que les années 80, ça passe encore, mais comme tu l'as dit, voilà, Over the Top en 87, c'est un peu le concept Stallone qui atteint ses limites. Et ouais, en effet, il ouvre les années. C'est assez marrant parce qu'il ouvre les années 90 justement avec Rocky 5. Ouais, et juste après, il fait Oscar et Arrête où ma mère va tirer. Donc deux films qui sont censés être des comédies. Il voulait faire comme Schwarzy, en fait. Il voulait faire un tour comme les films de Schwarzy avec Danny DeVito, là où il fait des comédies. Un flic à la maternelle, mais ça n'a pas du tout marché, quoi. Et pour la petite anecdote, Arrête où ma mère va tirer, comme il se faisait la guerre, Schwarzy et Stallone, et en gros, Schwarzy reçoit le script d'Arrête où ma mère va tirer. Il le lit, il comprend instantanément que c'est une immense merde, et en fait, il laisse courir le bruit qu'il est intéressé pour que Stallone se positionne face à lui pour le faire chier et fasse le film. Et des années plus tard, Schwarzenegger a avoué à Stallone qu'il ne voulait pas le faire parce que c'était de la merde. Je pense que Schwarzy a mieux géré sa carrière que Stallone, personnellement. Ouais. Bah, franchement, Schwarzy, c'est quand même un grand, quoi. Vraiment. Moi, j'aime bien la carrière de Stallone, mais celle de Schwarzy, il y a quand même c'est un mec qui s'est orienté vers des grands réalisateurs, donc il a déjà un goût pour le cinéma différent que Stallone, qui a réussi à créer des bons personnages, quoi. Donc Stallone, il a toujours dit, moi, j'ai jamais eu de James Cameron dans ma vie, et c'est peut-être ça qui m'a manqué. Ouais, carrément, quoi. Un grand réalisateur, mais en même temps, c'est parce que lui, il se voulait artiste, en fait, Stallone. Il voulait un peu tout faire, quoi. Il voulait se la jouer Orson Welles dans Citizen Kane. Il voulait vraiment tout faire, Stallone. Alors que Schwarzy était plus du genre à se laisser guider, quoi. Je pense que Stallone aurait été moins
il aurait pas, je sais pas s'il aurait pu bosser avec un Cameron, par exemple, Stallone. J'arrive pas à le voir, quoi. Bah, il a vraiment pas d'énormes réals à son actif, hein, quand on y pense. C'est vrai qu'il a vraiment. Enfin, j'ai pas souvenir de Stallone dans un film d'un très très grand réal. Mais après, je pense que le fait que Schwarzy James soit un Gunn. immigré. Ouais, mais avoir un caméo, quoi. Non, mais même quand il fait un Richard Donner, c'est un tout petit Richard Donner, quoi. Ouais. Mais voilà, alors que je pense aussi que le fait que Schwarzy soit un immigré, un vrai immigré, enfin Stallone l'est, mais de génération, enfin c'est pas exactement le même profil, quoi. Je pense que Schwarzy, il a eu besoin de s'entourer justement et de réussir à être porté par quelque chose d'autre que juste lui-même, parce que mine de rien, c'est, enfin, se faire une place comme il a réussi à se faire, Schwarzy, en ayant un accent à couper au couteau autrichien. C'est quand même pas rien, et donc il peut pas avoir la même approche qu'un Stallone, quoi. Et tant mieux, bah, ça donne deux carrières différentes, mais qui finalement reposent sur des bases assez centrales, quoi, hein, qui incarnent en tout cas cette Amérique des années 80. Enfin, je pense que si tu demandes à tout le monde c'est quoi l'Amérique des années 80, tout le monde va te dire soit l'un soit l'autre, quoi. Mais c'est. Ouais. Donc Stallone dira plus tard qu'il s'était entouré de mauvaises personnes à cette époque-là, donc comme Rocky, on va dire, qui l'ont mal conseillé, et il a fait le film à 100% pour l'argent. Et pour vous dire à quel point, en fait, le salaire de Stallone sur ce film, sur Rocky V, c'était 15 millions de dollars. Ouais, alors que sur le premier, c'était 23 000 dollars. Ouais, ça fait une augmentation de 60 000%, un truc comme ça. Je sais pas, mais c'est... Enfin voilà, 15 millions de dollars sur un budget de 40 millions. C'est pas rien, quoi. C'est quand même pas rien. C'est ça. Ouais. Ça fait une augmentation. C'est la plus grosse augmentation. C'est 65 000% d'augmentation entre le 1 et le 5. Donc c'est le plus gros delta qui existe dans l'histoire du cinéma. Plutôt pas mal en 15 ans. Ouais, non mais c'est marrant, parce que si tu commences à voir, tu sais, les rôles comme des investissements, là tu te dis, là ouais, un bon investissement Rocky quand même. Carrément, ouais. Alors là, ça coûte rien à faire et ça rapporte beaucoup d'argent, comme on dit à chaque fois. Stallone avait donné, on lui avait demandé quelle note il donnait à ce film et il lui a donné la note 0. Voilà. Donc c'est pas très sympa pour son fils quand même. Il aurait pu au moins dire 1 point pour mon fils, mais même pas, quoi. Ouais, non. Quand même un peu, quoi. Et c'est le retour de John Avildsen à la réalisation, ou comment tu l'appelles, Zoltan, déjà? Avner, j'ai du mal à aller au bout de John Avner, voilà. Ouais, exactement. Il n'y a pas de jeu de mots, c'est juste que tu n'y arrives pas sur Avildsen. C'est juste que non, c'est juste que j'oublie les. J'arrive. Si j'ai pas le texte devant moi, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais tu sais quoi, appelons-le John Avner, sérieux. On peut l'appeler. Non, on va pas commencer à faire ça. On avait déjà fait ça avec Lester et Fletcher. En fait, il avait appelé Lester, le réalisateur de Superman 3, il l'avait appelé Fletcher, et pendant tout l'épisode, on s'était mis à l'appeler Fletcher sans faire exprès. Et j'ai pas envie qu'on répète ça. Et donc lui, il avait quand même eu l'Oscar du meilleur réalisateur pour Rocky, hein. C'est pas rien, quoi. Et il venait de finir la trilogie Karate Kid, dont on parlera peut-être un jour. 3 petits points, parce que maintenant que j'ai vu Cobra Kai, je me dis pourquoi pas les ajouter à la liste. Avildsen a sorti une version workprint du film en 2002. Qui est très difficile à trouver, c'est-à-dire que je ne l'ai pas trouvé. Et en fait, avec toute la musique rap est remplacée par plus de Bill Conti. Il y a des trucs comme le fantôme de Mickey qui apparaît par moment, littéralement un fantôme de Mickey. On revoit la petite Marie du premier Rocky, et en fait, qui est devenue prostituée. Il y a des prises et des dialogues différents. Et apparemment, c'est un bien meilleur film que le film qu'on a vu. Comme je dis pour la Snyder Cut, ça pourrait pas être pire. Alors pourtant, il était moins problématique que Justice League, le film. Enfin, je veux dire, bon, il a quand même quitté le tournage, hein, à Gilson. Il a quitté le tournage, donc il n'a pas fini le film. Donc forcément, j'imagine que c'est pas lui qui a dû faire la post-prod non plus. D'où sa volonté de faire un director's cut, quoi. Mais je trouve qu'il y a sûrement moins de choses à changer que ce qu'on va voir avec Snyder bientôt, quoi. Mais il a quitté le film pour un autre aussi, pour Saturday Night Fever. Il avait aussi quitté apparemment, ça lui est arrivé 3 fois dans sa carrière de quitter le projet, quoi. D'accord. Donc c'est vraiment un truc qu'il aime bien faire, quoi. Ouais, le gars, il a quand même. Il veut aller voir Avner. Un peu instable. Ouais, c'est ça en concert. Non, il a dû devenir un peu instable après son Oscar, j'imagine, parce que, enfin, quand même quitter des films en cours, c'est pas un truc, enfin, c'est pas bien, quoi. Là, après, moi, de ce que j'ai cru comprendre pour ce qui est de Rocky V, il s'était vraiment clashé parce qu'en fait, on lui avait vendu un scénar où Rocky mourait à la fin, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. Et en fait, finalement, l'idée apparemment avait
alors moi je trouve qu'il est icône, mais avait plutôt plu à Vilsen. Et en fait, bien évidemment, Stallone finalement on a décidé autrement. Et Stallone apparemment serait réalisateur non crédité, mais en tout cas de la scène finale. Et du coup, en effet, il est assez introuvable. Je l'ai jamais trouvé. Je crois que ça a été juste mis en ligne en 2002. Donc, en 2002. J'ai trouvé un vieux torrent qui a avancé de 2%. Et ensuite, il n'a plus jamais avancé. Et en 2002, on est 3 ans avant YouTube. Donc, je ne sais pas sur quoi il l'a mis. Mais voilà. Si ça se trouve, c'est sur Dailymotion, mais plus personne n'ose y retourner. Il était un peu vénère par rapport à ça. Et en fait, c'est un film qui a été un peu tricoté dans tous les sens. C'est-à-dire que Mickey, qui était un fantôme dans la version d'Avildsen, en fait, est un flashback dans la version finale. Mais a priori, ce seraient les mêmes scènes. Sauf que dans la version d'Avildsen, il apparaissait en haut d'un escalier. Et là, il apparaît sur le ring face à Rocky. Il apparaît sur pas le pont, là où il y a le métro qui passe, en fait. Il apparaît là et il lui dit allez, lève-toi. Tu vois, on voit en mode fantôme, quoi, vraiment limite transparent, limite Obi-Wan Kenobi qui lui utilisait la force, quoi. Tu vois, c'est ça. Pendant le combat de fin, il apparaît en fait, il apparaissait ça. Voilà. Alors le film, je l'ai trouvé, écoutez, il y a un screener en plusieurs parties sur Dailymotion. Alors c'est regardable parce que c'est. Tu vois que ça peut être sur Dailymotion. Non, mais c'est ça, c'est sur Dailymotion, c'est un combo avec des timecodes dans tous les sens. Donc tu sens que c'est limite une borne de montage qui est filmée au caméscope. Donc autant vous dire que c'est regardable, mais en tout cas il est en 8 parties sur Dailymotion. Si jamais il y a les plus curieux d'entre vous, il faut être très fan quand même pour aller voir ça. Stallone est en train de faire la director's cut du 4, alors pourquoi pas, je veux dire, peut-être après il va se dire allez, je vais refaire le 5 aussi. Non, ça m'étonnerait. Il va foutre un robot dans le 5. Il va enlever le robot du casque pour le mettre dans le 5, tu vois, comme ça. Pour le coup, autant je comprends l'envie de rebaser. Je pense que s'il y en a vraiment un sur lequel il ne repassera jamais, c'est vraiment celui-là, de fait du décès de son fils. On en parlera peut-être après, mais Stallone qui est décédé. Je pense que pour le coup, je sais qu'il a toujours détesté ce film. Non, il ne reviendra pas, quoi. Voilà, je pense qu'il n'y reviendra pas, et je pense qu'il aime plus le film aujourd'hui à la lueur des événements que par le passé. Donc John Avner, après Rocky V, il ne fera que 3 films en 10 ans. Et son dernier film, c'est Inferno avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Que j'ai pas vu. Dire que, donc quand tu as un Oscar du meilleur film et t'arrives, tout ce que tu as réussi à faire ensuite, c'est la trilogie Karate Kid et ensuite Rocky V et que des films de merde direct to DVD, c'est assez triste quand même. Et il est décédé en 2017 à l'âge de 81 ans. Et pas une si longue carrière que ça, il n'a pas fait énormément de films en fait. Je pense qu'on lui a accordé aucun crédit pour Rocky en fait. Ouais, c'est vrai. Tout le monde, Rocky, c'était Stallone quoi. Je pense qu'il a eu l'Oscar du meilleur réal parce que son nom était au générique. Mais pour tout le monde, c'était Stallone quoi. Stallone l'aurait mérité comme meilleur scénario aussi quand même. Bill Conti est de retour. Et il n'est pas en très grande forme. Je ne sais pas si vous avez écouté la BO. Ah mon Dieu, c'est la pire BO de l'histoire des Rocky, mais de très loin, quoi. Moi, j'aime pas celle du 4, mais ouais. Celle du 4 en général, tout ce que Vince Nicolas a fait. En dehors des musiques additionnelles. Ouais. T'aimes même pas celle de l'entraînement ou un truc comme ça Non, c'est juste que moi, quand je vois Rocky s'entraîner, s'il y a pas la chanson de Bill Conti, c'est genre j'ai l'impression qu'il y a un manque, quoi. Mais là, c'est une sorte de on te met un faux rythme de rap tout pourri parce que le rap c'était à la mode, mais ça marche pas du tout. Par exemple, ça marchera beaucoup mieux dans Creed parce qu'on sait que le personnage principal écoute du rap, que sa copine elle écoute de la musique électronique, donc il y a ce mélange de musique qu'on entend dans tout Creed où c'est un peu rap, un peu électro, et de temps en temps il y a le thème, il y a un thème qui revient orchestré, etc. Et tout est très bien amené. Alors que là, c'est juste du rap pour être cool parce qu'on est dans les années 90 et voilà quoi, faut être cool, alors que Rocky il est pas cool, son fils il est pas cool, enfin c'est pas des mecs cool du quartier quoi. Et surtout, et en plus dans Rocky 5, alors vous avez peut-être, je l'ai revu il y a pas longtemps en préparant ce podcast, il y a quand même un moment qui moi m'a un peu intrigué quand donc le film s'ouvre avec un récap du combat de Rocky 4.
Et en fait, ensuite, il revient aux États-Unis, il descend de l'avion, et il y a une fanfare qui l'accueille. Qui joue la musique de Rocky, bien sûr. Et qui joue le thème de Bill Conti. Et donc, en fait, c'était dans le 3 aussi. Dans le 3 aussi, il y a ça. Ouais. Ah, bah alors voilà. Et en fait, la question que je me pose, c'est à quel moment la musique composée pour le film est rentrée dans l'univers du film. Ça fait des années que je demande ça. Est-ce qu'il y a un moment où Bill Conti, tu vois, le sort en single entre Rocky 2 et Rocky 3? Je sais pas. Est-ce que dans l'histoire officielle du film, à un moment, c'est quand il a sa statue, dans le 3, il joue. En fait, ça arrive au même moment que la statue, quoi. C'est que la statue, elle existe dans la vraie vie, et maintenant elle existe dans le film, et ils se sont dit, bah pourquoi pas la musique avec. Et donc voilà, ils ont fait les deux, quoi. Là, ouais, c'est un truc qui m'a un peu perturbé. Et justement, on parlait d'Alien, mais il y a ça aussi dans Alien Covenant, où à un moment, l'androïde joué par Michael Fassbender joue quelques notes de la musique du premier Alien à la flûte. Et je suis là, non, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas et ça m'énerve. On a un budget de 42 millions qui est quand même pas mal pour un film qui n'a pas l'air de coûter grand-chose. Qui reprend les décors et tout ça du premier. Voilà, ouais. Quand tu vois le premier, celui-là, tu te dis, ouais, où est passée la thune? Et box-office... enlève les 15 millions de Stallone et t'as le vrai budget. Voilà, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on sait où est passée la thune. C'est bon, merci. Au box-office, ça a fait 120 millions, mais c'est un gros beat sur le territoire américain avec 40 millions sur le territoire américain. Ça a vraiment fait un énorme flop. Ouais. Et après ce film, il n'y aura plus de film Rocky pendant 16 ans. Donc c'est que vraiment... en tout cas, moi, quand j'étais gamin, pour moi, c'était la fin de Rocky. Rocky 5. Oui, moi aussi. Pour moi, il n'y avait pas... franchement... Jamais j'imaginerais qu'il allait revenir vieux, comme il l'a brillamment fait par la suite. Mais, Rambo et Rocky, c'était fini quand on était enfant, quoi. Exactement, quoi. Rambo, ça se finissait sur Inch'Allah Rambo. Et Rocky, ça se finissait sur lui qui se bagarre dans la rue, quoi. Voilà. Bon, on passe au film. Allez. Let's get ready to rumble dans la rue. Ouais, dans la rue, ouais. Franchement, tu pourrais mettre la musique de Street of Rage ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment... on n'est pas du tout dans un film de boxe. Donc on reprend la fin du film précédent comme d'habitude avec Rocky, sauf que cette fois le montage a l'air d'être beaucoup plus axé sur la violence des coups de Drago. C'est-à-dire qu'on voit presque pas Rocky mettre des coups pendant le montage, on voit que Drago lui en mettre dans la tronche, quoi. Moi j'étais à deux doigts de me dire, mais attends, mais il avait gagné ce combat, je m'en souviens plus là, parce qu'il se fait défoncer, quoi. Vraiment, il se fait... Mais vraiment, là, ça explique la suite, hein, après, voilà, quoi. Et Rocky se sent mal, sous la douche, il tremble, il appelle même Adrienne Mickey. Alors, je tiens à dire qu'il y a quand même je pense que Jitson, il revient et il fait un peu de symbolisme. Je pense que là, il y a un truc où il met Rocky à nu. Et je pense que c'est pas... On voit ses petites fesses, c'est vrai, on voit ses petites fesses à Rocky. Ouais, et je pense que ça veut quand même dire que Rocky va être à nu dans ce film, quoi. Ah. Je pense que là, c'est pas dénué de sens, mais bon... Peut-être que je vois trop loin dans cette douche un peu érotique. En fait, déjà, à force de bloquer les coups avec son visage, forcément, Rocky, un jour ou l'autre, ça allait le rattraper. Hein, donc, c'est quand même pas mal qu'il y ait une continuité à ce niveau-là, parce que sa défense, c'est de se prendre des coups dans la tronche. Mais le problème, c'est que ça revient pas trop dans le reste du film, en fait. Il y a une bonne idée, il y a un bon concept. Cette idée des boxeurs qui se sont même aussi des rugbymen, des catcheurs, des footballeurs américains qui se prennent tellement de coups dans la tronche qu'au bout d'un moment ils perdent la tête, quoi. Et il y a une très bonne idée, mais ça ne revient pas dans le film à part une ou deux fois où il a des petits maux de tête et des petits flashbacks. Et c'est vraiment dommage parce qu'en plus Stallone, je trouve qu'il le vendait bien dans cette scène à trembloter comme ça sous la douche. Ah mais en vrai c'est une très belle scène, hein, quand il tremble, qui dit à appeler Adrian, qui dit qu'il n'arrive plus, enfin voilà, qu'il est vraiment... il l'appelle Mickey, je crois, à un moment. Ouais, il l'appelle Mickey, il dit que ses mains tremblent, il ne sait plus quoi faire. Enfin, franchement, je pense qu'on est à la minute 3 du film et à peu près dark. 20 secondes après le générique. Et pour le coup, on peut imaginer, et moi j'étais sur le papier tout à fait... Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, Rocky 5, pour être tout à fait honnête. Je l'ai vu pour la première fois il y a 3 mois. Et moi, je l'ai découvert pour cette émission. Donc tu vois, voilà. Un peu dans la même... Moi, je l'ai découvert beaucoup trop jeune. Je m'en suis jamais remis. Et en fait, je trouve qu'il y a... et pour le coup, Ryan Coogler le fera brillamment avec le premier Creed, où on voit un Stallone hors du ring, un Stallone cancéreux, un Stallone affaibli. Voilà, je trouve qu'il y a dans cette scène une fragilité qu'on n'avait
vraiment et une sincérité dans la fragilité qu'on n'avait pas vu depuis le premier. Et moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit, putain, je suis tout à fait prêt à voir tout un film avec Stallone hors du ring, qui souffre et qui s'en remet pas et qui s'interroge sur ses choix, quoi. Alors, le film sera malheureusement pas du tout ça, mais c'était l'idée. La première minute est géniale. C'était l'idée que Stallone voulait avoir, en fait. C'était ça qu'il voulait faire. Il voulait que ce soit un film tourné sur la maladie de Rocky et où on voyait les effets vraiment. Et il avait même tourné des scènes. Des scènes où on voyait vraiment Rocky malade. Et il a décidé de tout couper parce qu'il disait que voir Rocky malade, c'est comme voir son chien mourir petit à petit. Il disait, en fait. Et donc, il compare Rocky à son chien, quoi, à son animal de compagnie qu'on aime bien. Ce qui est pas, il a pas tort. Il a pas tort d'un certain point de vue. Que c'est vrai que ce serait difficile de le voir comme ça. C'est un peu la limite. C'est un peu la limite qu'il a, hein, Stallone, avec ses persos, c'est qu'il a quand même une identification qui est tellement forte avec lui-même et sa vie qu'il a du mal à les faire aller. Enfin, il y a un côté très artificiel dans les grosses péripéties qui leur arrivent, quoi. C'est-à-dire qu'il a du mal à être vraiment à leur faire vivre des vrais dramas qui vont être impactants et tu vois, être durs, bah même à les faire mourir aussi. Enfin, et c'est toujours ce qui pêche un tout petit peu pour que les épisodes tardifs soient vraiment excellents. C'est qu'il aille un peu plus loin dans mettre en danger son personnage, quoi. Et il refuse, et comme tu l'as si bien dit, il refuse de les tuer. C'est-à-dire que après le 3, il avait dit qu'il n'y aurait jamais de 4. Après le 4, en vrai, encore une fois, je ne porte pas le 4 dans mon cœur, mais il se serait arrêté là. On serait quitté sur une saga pleine et entière et vraiment extrêmement réussie. Il décide de faire le 5, finalement il se plante, donc il décide de faire le 6. Ça marche bien, finalement il fait Creed. Et alors la promo de Creed 1, c'était lunaire, c'est-à-dire qu'il commençait à balancer des idées pour Creed 2 devant Ryan Coogler, qui de toute évidence n'était pas du tout au courant. Et quand il a eu le Golden Globe du meilleur acteur second rôle, il n'a pas remercié Coogler ni Michael B. Jordan, quoi. Mais voilà, mais en fait c'est ça, et il fait exactement pareil avec Rambo, où pour le coup Rambo 4 était franchement cool, et il décide de faire le 5 et qui est une abomination. Là il nous annonce, il annonce une suite à Demolition Man, qui est à peu près, qui est à peu près... Sans Wesley Snipes, ce serait nul. Hein. Non, alors il l'annonce avec. Ah, ok. Mais voilà, c'est évidemment plutôt une très mauvaise idée, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un mec qui, un peu comme Schwarzenegger, encore une fois, qui s'emploie presque à remaker sa carrière, ou en tout cas... il surfe sur ses vieilles gloires, quoi. Ouais. Et c'est tout à la... Je trouve que c'est très touchant, mais... ça a marché pour... En fait, il aurait... Enfin, bon, il a eu de la chance avec Creed, parce qu'il est tombé sur un vrai gars qui avait une vraie idée derrière. Donc le film, je veux dire... Je trouve que Creed 1, c'est un vrai renouveau vis-à-vis de la saga, c'est intéressant. Moi, je suis d'accord. Mais en vrai, quand tu vois Rambo et Rocky, tu te dis, après le 6, il avait réussi à faire un super retour, aussi bien dans Rocky et Rambo. Si c'était arrêté là, vraiment, il aurait pu graver ces deux sagas dans le marbre, et dans le marbre de belle manière, quoi. Mais il continue, et donc on se tape Creed 2, que j'aime bien, mais tu commences à voir un peu le truc se tendre, et Rocky, en effet, Rambo 5, qui est vraiment, vraiment questionnable. Et donc, finalement, il n'arrive pas à... C'est bête de pas comprendre que conclure un personnage, c'est important aussi, quoi. Et de rester sur un vieux truc un peu moisi et toujours de relancer après. Comme Schwarzy et le Terminator, quoi. Quand est-ce qu'ils vont tuer le Terminator une bonne fois pour toutes, Terminator, quoi. Où il annonce encore un retour de Conan, enfin... voilà, c'est... Au moins, je trouve qu'il y a au moins chez eux une sincérité qu'il n'y a pas chez un Bruce Willis qui n'a plus envie de jouer et qui fait des pubs Die Hard, quoi. Et qui fait des pubs Die Hard et qui t'annonce un McClane année 0 qui est le truc que personne n'a envie de voir, un préquel de John McClane. Bref, on apprend pourquoi il a divorcé. Ouais, non, mais voilà. Tout ça, au final, toute cette histoire de problèmes du cerveau, etc., c'est tout simplement pour expliquer pourquoi Rocky ne peut pas se battre pendant le film, en fait. C'est vraiment une grosse... Ça aurait pu être le plot du film, mais au final, c'est juste l'explication du pourquoi Rocky ne boxe pas, et c'est franchement dommage, je trouve. Le film, il souffre de ça, il souffre de deux trucs qui finalement sont juste des gros prétextes. C'est son problème au cerveau et sa faillite, qui sont deux trucs balancés au début pour justifier le fait qu'il se retrouve de nouveau à Philadelphia comme dans le premier Rocky.
Et c'est vrai que c'est problématique parce que c'est des trucs importants qui sont pas du tout exploités, qui même, tu vois, sont pas incarnés dans le film. Je veux dire, le mec il fait faillite et t'as pas un seul moment où t'as l'impression que vraiment ça le pèse. J'ai l'impression qu'il est revenu Rocky, il remet son chapeau et hop, c'est reparti, tu vois. C'est un peu, c'est un peu dommage parce que ça fait juste prétexte à, finalement on voulait un peu comme Martin à la plage, on voulait juste avoir Rocky pauvre de nouveau. Ouais, quoi. complètement. C'était vraiment une excuse pour retrouver le statu quo, quoi. Ça m'avait jamais fait ça. Faut que tu vois un docteur immédiatement. Non. Si. Je veux juste rentrer. Rentrer. Tu vois pas un docteur? Je suis fatigué. Juste rentrer, Mickey. Mickey, je suis fatigué. On rentre. Écoute, je veux rentrer à la maison. On y va. Rocky Junior qui prend 5 ans en une journée. Est-ce qu'on va en parler ou Parce que Rocky Junior, il avait 8-9 ans dans le film d'avant. Et là, Sage Stallone, il avait 13 ans. Ouais. Honnêtement, il y a beaucoup de critiques à formuler sur le film. Ça, pour le coup, ça me dérange pas. Ça arrive souvent. Enfin, voilà, c'est un peu il y a 5 ans qui se sont déroulés dans la vraie vie. Il y a je trouve qu'il y a une certaine suspension de crédulité qui fonctionne de ce point de vue. Moi, ça me dérange pas. Quand on enchaîne les deux, ça se voit beaucoup, en fait. C'est vraiment quand on enchaîne les deux, littéralement, en une journée, le gamin se transforme, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est un peu pareil avec la menace fantôme et la guerre des clones où, d'un coup, il se retrouve à avoir exactement le même. Ouais, oui, tu vois, il passe d'un petit gamin à un ado, même plus qu'ado, et pourtant Padmé, elle a quasiment toujours la même tronche. Alors, Lucas avait déclaré que, comme au final, ça se passait dans l'espace, ils étaient peut-être pas de la même race, et que du coup, il y en a un qui c'est complètement con. Mais en fait, le simple fait qu'on ait besoin de l'expliquer, mais ouais, voilà. Donc voilà, ça m'énerve. Comme quand il avait dit à Carrie Fisher qu'il n'y avait pas de soutien-gorge dans l'espace ou un truc comme ça. Voilà. Non, mais sinon, pour prendre l'exemple de James Bond, c'est-à-dire quand Judi Dench reste M entre Pierce Brosnan et Daniel Craig, tu sais qu'il y a des fans qui détestent ça. Hein. Il y a des fans qui sont vraiment énervés par rapport à ça. Hein. En vrai, ça fait un peu un nœud au cerveau, quoi. Parce que si tu essaies de faire sens de ça, tu comprends plus rien. Mais en même temps, même toute la vie de James Bond jusqu'à Craig, on va dire, n'a aucun sens. C'est censé être le même mec des années 60 jusqu'aux années 2000. Mais tu sais que, alors je m'autorise une petite aparté. On adore les apartés. C'est une de mes grandes déceptions sur Skyfall. C'est-à-dire que quand on va, et attention pour le spoiler, tu n'es pas en spoiler. Tu voulais que ce soit Sean Connery dans le manoir, c'est ça? Alors, pour le coup, je n'aurais pas détesté l'idée, mais non, quand il va se recueillir sur la tombe de ses parents, j'aurais adoré qu'on comprenne à ce moment-là que James Bond est un pseudonyme, un prête-nom. Et qu'en fait, Jimmy Bond en fait, ou même John McClane, que sais-je encore, mais que finalement on comprenne que le nom de James Bond est attribué à l'agent qui endosse le chiffre 007 et que donc finalement ce n'étaient pas les mêmes personnes à chaque fois. Et en fait, finalement, je trouve que déjà ça aurait détricoté l'intégralité de la saga et en plus j'aurais trouvé ça assez couillu. Et en fait, alors j'ai lu un peu tout et son contraire de la part des fans. Il y en a qui regrettent ça aussi, il y en a qui se trouvent ça très bien. En vrai, Sam Mendes, c'est pas celui qui a le mieux manipulé la mythologie de James Bond. Je veux dire, entre ça et ce qu'il fait après, c'est quand même vraiment, vraiment problématique. Dès qu'il a décidé de toucher au mythe, ça a été compliqué. Quoi. Les gars, ils sont crus sur le Bondsplaining, les gars. Pardon, désolé. Mauvais podcast. Je ne suis pas sur Bondsplaining. Je sais que tu aurais bien aimé venir, mais... Bah ouais, bon, alors on m'invite jamais. Tu pourras venir peut-être pour No Time to Die si ça t'intéresse. En vrai, tu sais quoi, invite-moi pour les Brosnan, pour les 3 derniers Brosnan. On les a tous fait, on a déjà tout fait. Ça y est, c'est fini. On a tout fait, c'est fini. Bon. Ça fait depuis 5 ans qu'ils attendent un nouveau James Bond. Ça fait 5 ans qu'on attend le nouveau James Bond, c'est vraiment ridicule. Ils ont commencé le podcast en disant on va pouvoir faire un épisode pour le prochain qui sort et il n'y en a aucun qui est sorti. Voilà. Ouais. Bon, retour à Rocky, pardon. Ouais, parlons d'un truc un peu plus triste, puisqu'on va parler de Sage Stallone, donc le deuxième fils de Sylvester, qui incarne Rocky Junior, donc Robert, dans le film. Il n'a pas vraiment eu une grande carrière au cinéma après ça, puisqu'il a été reçu un peu comme Sofia Coppola dans Le Parrain 3, quoi. Il s'est fait démonter par la critique. À tort, je trouve, il n'est pas si mauvais que ça, c'est juste pas un très bon acteur, quoi. C'est pas non plus. Il a un rôle agaçant, le rôle de l'ado, un peu énervé, c'est jamais un bon rôle, mais c'est vrai qu'il est pas déméritant, quoi. Enfin, tu te dis pas,
Oh là là, c'est pas comme le gamin qui jouait Anakin, justement, par exemple, tu vois, qui était vraiment, vraiment lui, il mauvais, était quoi. vraiment mauvais, le pauvre, mais encore une fois, c'est un gamin Jack qui s'est fait Lloyd. attaquer. Qui s'est fait attaquer aux dernières nouvelles. Il était dans un hôpital psychiatrique, le pauvre. Donc, c'est que quand tu te fais insulter de Jar Jar toute ta vie, ça doit pas être très sympa. Et en tout cas, Sage Stallone, il a cofondé Grindhouse Release, qui restaure des vieux films d'exploitation. Et c'est un peu le critérion du culte, en fait. C'est connu et c'est assez connu aux États-Unis. Et j'étais pas au courant, j'ai appris ça. Il a joué dans quelques films de Vincent Gallo et il est décédé d'une crise cardiaque en 2012 à l'âge de 36 ans. Ouais. Donc je vous préviens, je lis les bios de 3 personnes dans cet épisode et les 3 sont morts, quoi. Donc ça va pas être l'épisode le plus gai du podcast. J'ai déjà fait Avildsen qui est mort, là maintenant c'est Sage Stallone et il en reste plus qu'un. Ouais. Eh oui, le prochain, on sait qui c'est. On sait qui c'est. Normalement. Mais après, pour défendre, alors, encore une fois, j'ai plutôt envie de défendre le film juste parce que les gens ne l'aiment pas, mais c'est vrai qu'il y a un truc que je trouve assez à la fois ridicule et touchant, c'est-à-dire que l'une des raisons pour lesquelles Sage Stallone n'est pas très bon dans ce film, c'est aussi que son rôle est extraordinairement mal écrit. Et en fait, c'est vraiment ce qu'imaginait Sylvester Stallone être un adolescent. Et en fait, donc du coup, ça écoute du rap et ça porte des boucles d'oreilles. Et en fait, ce que je trouve incroyablement triste, c'est que il avait un adolescent à la maison, son propre fils, et qu'en fait, il ne savait pas ce qu'était un adolescent. Et je trouve qu'en fait, mine de rien, le simple fait que leur relation à eux deux soit aussi risible et aussi mal écrite dans le film prouve bien qu'il était un père, je pense, complètement absent. Qu'en fait, il a embauché son fils, sans doute, histoire de passer du temps avec lui. Et en fait, un peu le buzz aussi, j'imagine. Oui, et c'est possible, mais on le voit dans les... Enfin, moi, en 90, j'avais 5 ans, donc je ne sais... Mais un adolescent est un adolescent, et il sort des phrases qui n'ont ni queue ni tête. Les blagues que fait Sylvester Stallone à son fils sont d'une gênance, mais absolue. Enfin, tu le fais quand ton gamin a 4 ans, peut-être, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Il est resté sur la version de Rocky 4. Je pense qu'on voit dans le film la gênance entre le père et le fils est exactement la même que dans la vraie vie à l'époque. Ils étaient très séparés, les deux. C'est-à-dire qu'avant qu'ils décèdent, ils ne s'étaient pas parlé pendant des années, apparemment. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais, mais ce qui est étrange, c'est que d'habitude, dans la saga Rocky, tout ça, ça habite les films et je trouve que ça les rend un peu plus, un peu plus honnêtes, ou en tout cas sincères. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage de ce côté parallèle entre la vie de Stallone et le film. Voilà, Rocky, c'est ça à la base d'ailleurs, et c'est ça qui fait que c'est un film très pur. Et là ça dessert le film presque, en fait, parce qu'il y a un côté où ce rapport père-fils problématique dans la vraie vie, ça devrait habiter le film, et ça prend pas du tout, et ça fait mais alors ultra toc, alors que normalement ça aurait pu être gorgé de sincérité, quoi. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça a pas été le bon truc, quoi. Et et la même année, il y avait le Parrain 3 qui sortait, c'est marrant. Hein. Ouais, Talia Shire était dans les deux, d'ailleurs. Voilà, exactement. Rendons hommage à Talia Shire qui aime bien détruire les franchises. Voilà. En 90, elle avait envie de détruire 2 franchises. Et voilà. Ouais, mais tu vois, j'ai eu dans un précédent numéro de Rocky Horror, j'avais écrit un grand papier sur Talia Shire qui est en fait un peu comme... Enfin, surtout dans la saga du Parrain et pas mal dans Rocky, qui est vraiment... la matriarche. Ouais, voilà, et qui n'a pas démérité, qui s'est fait bouffer tant dans la vraie vie par la vraie famille Coppola que dans la famille du Parrain, dans toute la trilogie, qui s'est complètement fait bouffer et détruire, et qui, pour le coup, je pense, aurait mérité une bien plus grande carrière. C'est-à-dire que dans Rocky 1, pour le coup, elle m'émeut limite plus par moment que Stallone lui-même. C'est la maman de Jason Schwartzman, hein, non? Oui, absolument. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Même si elle surjoue la timidité à un point où je me demande par endroit si elle n'est pas malade. Hein, mais ouais, voilà, et Stallone surjoue la bêtise, hein, donc les deux vont bien ensemble. C'est vrai, ouais. C'est vrai. Dans ce film, je trouve que c'est là où, on parlait souvent du fait qu'il y a des fois Rocky, il est plus vraiment Rocky, quoi, donc genre Rocky 3 où il ressemble plus du tout au Rocky qu'on connaît. Et là, je trouve que pour le coup, là, Adrienne, c'est celle où elle ressemble moins à l'Adrienne qu'on connaît, quoi. Parce que, dans le 5 ?
Ouais, je trouve que, tu vois, il y a des moments où elle est pas sincère. Par exemple, dans la conférence de presse, elle laisse des trucs être dit, enfin, elle dit des trucs faux, alors que d'habitude, justement, c'est un peu la voix de la raison. Même si à la fin, elle dit il arrête et tout, mais je l'ai trouvé moins. Non, en Non, même temps, non, je suis pas forcément d'accord avec toi, parce que moi, ce que j'en retiens, c'est que pour le coup, dans ce film, elle assume un rôle de mère et un rôle d'épouse. C'est-à-dire qu'elle s'affirme, et au bout de 5 films, j'ai envie de dire, il était temps limite qu'elle s'affirme. Là où pour le coup, c'est limite un peu troublant, c'est-à-dire qu'en plus, bah, Rocky qui retourne dans son ancien quartier, avec Stallone qui rejoue l'imbécile heureux du premier. Mais voilà, il y a eu 4 films de plus. Il a sauvé le monde de la guerre froide. Enfin voilà, il a vécu des trucs. Et là, en fait, finalement, je trouve qu'en termes d'évolution de personnage, Talia Shire dans le 5 fonctionne mieux que Stallone. mais Stallone, c'est vrai que c'est problématique. Rien que sa volonté de se rhabiller pareil et tout. Non. Rien que ça, il y a un côté risible, quoi. Enfin, je veux dire, le perso, il peut pas. C'est pas aussi simple en fait. C'est pas Ouais. juste parce que Non. tu lui remets le costume du premier Rocky et que tu le fais parler pareil que hop, la magie revient, quoi. C'est Ça beaucoup ça trop n'a pas de naïf. sens qu'il ait encore le costume du premier Rocky en plus, puisque Qu'elle c'est retourne bosser à l'animalerie non plus, enfin, Non, mais- ça n'a aucun sens, quoi. c'est l'histoire. En fait, c'est ça qui est assez problématique, c'est qu'autant sur le papier, j'aime l'idée, surtout après le 3 et le 4 qui sont allés très très loin, j'aime l'idée d'un Rocky qui retrouve la rue, qui retrouve les sensations d'antan, qui retrouve l'honnêteté et la simplicité d'antan. Autant le premier Rocky, c'est l'histoire d'un mec qui veut s'extraire de son milieu. Et là, dans le 5, on le voit dans une rue pourrave de chez pourrave, qui raconte à son fils « Oh, ici, il y avait une poissonnerie. Oh, ici, il y avait un truc. » Mais limite avec mélancolie. Et t'es là, mais souviens-toi que tu détestais cet endroit. Et là, il en parle avec nostalgie. « Oh, c'était bien, c'était le bon vieux temps. » Et non, 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 c'est pas possible. En fait, ça fait opportuniste dans le côté extra-textuel, quoi. C'est que tu sens que Ouais. c'est pour essayer de draguer les prolos, parce que Rocky n'est plus un prolo et qu'il y a un côté beaucoup trop opportuniste dans cette démarche et ça dessert le fond. À la suite des coups violents et répétés qu'on vous a portés à la tête, vous avez une pathologie propre au boxeur, ce qu'on appelle un cavum septum pelculum, c'est-à-dire un trou dans la membrane séparant les ventricules cérébraux. Les neurones à la périphérie de cette zone sont lésés eux aussi. Pardon, docteur. En termes simples, disons, monsieur Balboa, que vous présentez des traumatismes dans la masse cérébrale. Et il lui faudra combien de temps pour se remettre? Ces effets-là sont irréversibles. Donc, George Washington Duke, c'est le deuxième personnage qui s'appelle Duke dans la saga, parce que pourquoi pas, hein, il était au début du film en plus, donc je sais pas pourquoi ils ont donné ce nom à deux personnages. Mais dans le même d'ailleurs, film. au début du film, le Duke. Il l'appelle originel, Tony, quoi, ouais, il l'appelle Tony, ouais. Ça me fait marrer. Parce qu'au générique, il est juste noté. Il n'est pas noté Tony du tout. Hein, donc ce George Washington Duke, j'arrive pas à le dire, il est basé bien sûr sur Don King, le promoteur de boxe le plus célèbre du monde. À une époque, il était partout, quoi. Enfin, il était vraiment super connu avec ses cheveux, sa coupe de cheveux à Eraserhead, avec ses costumes de toutes les couleurs. C'est lui qui était responsable du Rumble in the Jungle entre Ali et Foreman. Son truc, c'était un peu de signer des jeunes boxeurs et de les abandonner dès qu'il y avait une nouvelle star qui arrivait. Donc, exactement ce qu'il fait dans le film. Duke, et il avait des liens avec la mafia de New York aussi. C'est dommage que ce soit pas dans le film, ça aurait été marrant. Ouais, ça aurait été pas mal. Ça aurait apporté un peu, ça aurait apporté un vrai contre, tu sais, une puissance supplémentaire au truc. Ça aurait été intéressant. Ouais. À noter que Tyson bossait avec lui à la même époque. Donc au moment de la sortie du film, il bossait avec Tyson. Et moi personnellement, quand je vois un Rocky dans les années 90, je me dis c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas un personnage qui fasse penser à Mike Tyson, quoi. Ça manque un peu, je trouve. J'ai lu qu'il y avait une idée qui avait été reprise d'un truc de Tyson justement. C'est justement le flashback slash fantôme. Ah oui, ça. Ouais. C'est ça, ouais, merci. En fait, c'est un speech pris entièrement d'une interview du manager de Tyson en 85. Voilà. Les plagiats de Stallone. Mais en effet, alors pour le coup, j'y connais rien à l'histoire de la boxe, mais c'est vrai que c'est un peu étonnant, alors que il y avait à l'époque dans l'histoire de la boxe un personnage comme Tyson, et je suis sûr qu'il y en avait beaucoup d'autres, de choisir quelqu'un d'aussi. Alors encore, pareil, il est mort, donc mollo sur les blagues, et je dis ça pour moi, mais quelqu'un d'aussi insipide qu'un Tommy Morrison, qui n'est pas une menace pour personne. Et c'est vrai que là, j'avais pas pensé à Tyson, mais
Je me demande s'il a été approché pour un caméo. On a la preuve maintenant que c'est un très mauvais acteur, en tout cas. Donc... Ouais. Il n'y a qu'en Amérique, on peut, comme nous, se sortir de l'oppression, se sortir de la pauvreté et être de cœur dans cet international du noble art. Il n'y a qu'en Amérique. Ils rentrent dans leur grande maison, donc après cette conférence de presse, et Rocky Junior a un aquarium au-dessus de son lit, et ça, je trouve ça super cool. Par contre, ça va être chiant à entretenir. Et il fait des dessins cochons, sa prof de français. Sa prof de français, alors qu'il est censé avoir 9 ans. Bon, allez, c'est pas grave. Mais il dessine très bien. Il dessine très bien, ça va. Il a du talent. Ouais, il peut se lancer. Il peut ouvrir un OnlyFans de dessins cochons. Je pense qu'il pourra avoir un peu de thunes. Et là, Paulie a merdé. Leur comptable a pris tout leur argent. Enfin, on dit que c'est de la faute de Paulie, mais qui a eu l'idée de donner tout ce pouvoir à Paulie déjà à l'origine, quoi? C'est à Adrienne de s'occuper de ce genre de truc. C'est elle le cerveau de l'affaire, normalement. Enfin, je comprends pas pourquoi Paulie... Moi, je comprends pas Paulie, surtout. Hein. En fait, depuis le début de la saga, comment on peut, quand je dis on, c'est vous et moi, et même attendre de notre part qu'on aime autant Paulie, alors que c'est un personnage aussi au choix ignoble dans le premier, ou à côté de la plaque dans le 5. Enfin, c'est quand même c'est assez particulier, le cas de Paulie, quand même. On l'aime tous, mais il n'a jamais rien fait pour être aimé. On a tous quelqu'un comme ça dans notre entourage, en fait. Ouais, d'un peu toxique, tu veux dire? Ouais, voilà. On s'est attaché à lui parce qu'il est là depuis longtemps, tu vois. Ouais, t'avais dit que tu parlais pas de moi à l'antenne, Sophia. Non, mais en fait, Paulie dans à peu près chacun des films et en gros, vraiment, au pire, une merde, au mieux, fait que des conneries. Et en fait, juste parce qu'il est là à la fin du film, quand Rocky gagne un combat, juste parce qu'il est là et qu'il fait un câlin à Rocky, on est censé être content pour absolument tout le monde. Alors que Paulie n'en reste pas moins. Je tiens à dire que dans le 4, il montrait des signes de devenir une bonne personne dans le 4. Ouais. Et dans le 5, bon, bah voilà. Quoi. C'est pas le perso le plus cohérent de la saga. Hein. Mais en tout cas, pourquoi ils sont encore potes avec, quoi? Pourquoi ils le supportent encore C'est son beau-frère, il est obligé de se le taper. Hein, mais même Adrienne, après un coup pareil, tu perds des millions de dollars, tu lui parles plus, quoi. Enfin, tu l'envoies chier. Là, ils vont vivre chez lui, hein, parce que c'est chez lui qu'ils vont à Philadelphie. Donc leur réponse à tout ça, c'est de faire encore plus de Paulie. Non, mais c'est ça. On a tout perdu. Qu'on a tout perdu? Notre argent, tout. On a tout perdu. Il y a aussi un truc qui est quand même super con, c'est qu'il peut plus faire de pub, Rocky, à cause de ces années Gazzo là où il travaillait pour un mec, pour un usurier là, il cassait des. À cause de ça, il peut plus faire de pub. Ils expliquent dans le film. Alors qu'il en a fait dans le 3, dans le 4. Mais c'est tellement. Mais en fait, c'est tellement tiré par les cheveux la manière où vraiment Davidson et Stallone se sont regardés et ils ont fait. Faut qu'il retourne dans les bas-fonds. Comment on peut l'amener là? Et ils font vraiment tout pour ça, comme si c'était des dominos, sauf que ça tombe pas du tout. C'est ridicule en fait. On les c'est voit, forcé, ouais. C'est ce que je disais. C'est très vraiment. Forcé. On va prendre 10 minutes du film pour forcer le truc et faire en sorte d'arriver à la situation au lieu de créer quelque chose qui habiterait Rocky tout le long. C'est-à-dire que normalement, un mec comme Rocky comme ça, là, c'est ça qui est troublant, c'est qu'il débarque de nouveau à Philadelphia. Et c'est quoi? Il a envie de s'en sortir, il a envie de se refaire, il a envie on sait pas trop, quoi. Il est là, quoi. Juste. Il bosse dans le gym de Mickey parce que maintenant c'est le sien, mais sinon, en dehors de ça, il a pas d'arc, hein, Rocky, dans le film. Il commence. Sauf avec son fils, quoi. Enfin, c'est le seul truc. Il commence, on lui dit si tu boxes, tu vas mourir. Et à la fin, il boxe et il meurt pas. Voilà, c'est ça son arc, quoi. En dehors de l'arc avec son fils, parce que c'est vrai que c'est ça le truc principal du film. Mais qui est pas finalement le truc principal, c'est ça qui est troublant, quoi. Enfin, tu vois, c'est que ça prend pas tant de place que ça dans le film, finalement. Ça arrive assez tard, c'est pas... t'as pas l'impression quand tu lances le film, c'est ça qui va être intéressant. Donc, c'est un peu ça le problème, je pense. Ouais, et puis pareil, on pourrait imaginer que c'était un film en forme de passation de pouvoir, sauf que finalement, il y a un nouveau boxeur, mais il le fait jamais vraiment briller. Enfin, c'est toujours lui qui reste sur le devant de la scène. Donc, c'est vrai que... C'est pas comme Creed, quoi. C'est pas comme Creed où là, il a su passer le flambeau, quoi, tout simplement. Parce que quelqu'un d'autre arrivait à proposer l'idée, en fait. Hein. C'est ça. Le problème de Stallone, c'est que si c'est son ego qui drive le truc, d'ailleurs, Creed 2, c'est un film où c'est son ego qui est revenu et il y a plus de Stallone, en tout cas il y a plus de Rocky dans Creed 2 que dans Creed 1, quoi. J'ai une théorie que Rocky 5 a inspiré Le Prince de Bel-Air.
Parce que dans Le Prince de Bel-Air, il vit à Philadelphie et il est envoyé à Bel-Air après une bagarre. Là, Rocky, c'est l'inverse. Il était à Bel-Air, il a eu une bagarre et il est envoyé à Philadelphie. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait pas dire que c'est plutôt inspiré de Rocky 1 alors? Pour le coup, il était à Philadelphie, il s'est battu sur un ring et il a fini à Bel-Air. Ouais, non, dans Rocky 1, il finit pas à Bel-Air. Ça met longtemps avant qu'il arrive à Bel-Air. C'est dans le 3, je crois qu'il est à Bel-Air. Je suis ravi, je suis désolé de te dire que Rocky 5 est sorti après le premier épisode du Prince de Bel-Air. Ah, ok. Le premier épisode a été diffusé le 10 septembre 1990 et Rocky 5 est sorti le 16 novembre. Putain, on est vieux, les gars. Voilà, je suis désolé. On est vieux, les gars. Mais je suis assez friand de ce genre de théorie, donc j'ai quand même envie de... En fait, je pensais à In West Philadelphia, Born and Raised, en fait, aux paroles de la chanson, et c'est pour ça que je me suis dit, merde, c'est exactement Rocky 5 à l'envers. En vrai, le Prince de Bel-Air, on est d'accord que c'est clairement inspiré du film de Beverly Hills. c'est le concept. Ouais, c'est vrai que c'est pas loin, quoi. C'est vrai que c'est la même chose. D'ailleurs, en fait... On parlait du fait que Stallone avait failli faire pas le Prince de Bel-Air, avait failli faire le flic de Beverly Hills dans l'épisode précédent, et apparemment, il avait pris le script et il avait viré toute la comédie pour en faire un film d'action des années 80. Et les réalisateurs, les producteurs lui avaient dit non, on va le faire avec quelqu'un d'autre, finalement, on va le faire avec Eddie Murphy. Et lui, il a pris ce qu'il avait écrit et il en a fait Cobra. Cobra, ouais, voilà. Voilà, et j'étais pas du tout au courant, tu vois. J'ai appris ça, je fais putain. Donc Rocky ne peut plus boxer, donc il remet son chapeau, ses mitaines, il retourne dans le hood pour boire et fumer des cigarettes, parce que c'est ce qu'il fait. Et dans la Director's Cut, on le voit se faire insulter par les gens dans le bar, genre « Ouais, qu'est-ce que tu fous là, Rocky, t'as raté ta vie, ouais, imbécile, de toute façon, t'avais plein d'argent, maintenant t'es avec nous et tout. » Et le barman qui lui dit « Ouais, arrête de traîner ici, t'es meilleur que ça », enfin ce genre de truc. Et c'est là qu'ensuite, il voit la petite Marie, donc du premier Rocky, qui est devenue prostituée et SDF dans la version Director's Cut. Parce qu'elle réapparaît en vrai dans Rocky Balboa. Ouais, elle tient et c'est là que Rocky retourne dans le gym de Mickey et qu'on a Burgess Meredith qui reprend son rôle pour la dernière fois. Mais juste, d'ailleurs, j'en profite, c'est vrai que alors, même dans le Director's Cut, il y a cette scène où il se fait insulter dans le bar, mais même quand il emmène son fils à l'école, il y a des mecs en passant devant qui font « Ouais, Rocky tocard » ou quelque chose dans ce goût-là. Et t'es là, mais ça se passe 3 semaines, 1 mois après Rocky 4, et genre tout le monde le déteste d'un seul coup. Bah ouais. Ouais. Ça va vite l'Amérique. L'Amérique va très très vite. Hein. Regarde comme les Russes, ils ont retourné leur veste pendant le combat dans le 4. C'est clair, ouais. Ça va vite dans Rocky. Non mais c'est ça, encore un truc qui a... Ce mec-là se prend des nions, applaudissons-le. Ouais, c'est ça. Bon, c'est une belle scène quand même, on va le dire, entre Mickey et Rocky, où il lui donne son gant de boxe en or. Que Apollo avait dans le 2. C'est un collier qu'Apollo a le même dans le 2. Donc, ok. C'est une belle scène, c'est une scène que je trouve pour le coup plutôt bien écrite, que je trouve pas très belle visuellement. Non, c'est vrai. Et surtout, en fait, c'est censé être une sorte de flashback, mais en même temps, durant toute la scène, il y a des plans de coupe sur Rocky qui est dans la salle de gym, et en fait, sur son visage insignifiant, comme s'il regardait la scène. C'est-à-dire que c'est à la fois un flashback et en même temps un espèce de truc qui surgit devant lui. Enfin, c'est quand même très mal tourné. Très c'est mal le fantôme de Mickey, le fantôme de Mickey. En fait, c'est un mais c'est un souvenir aussi. Ouais. Enfin, c'est vrai que c'est un mélange. Ouais. Il regarde un souvenir. Ouais, c'est ça, il regarde un souvenir. Ce qui en soi n'a aucun sens. Et en fait, voilà, la scène en soi est belle, mais très très mal exécutée. Je trouve que dans cette scène, Mickey, c'est pas Mickey. Mickey, il dirait pas à quelqu'un qu'il l'aime, quoi. Enfin, à part avant de mourir, c'est ce qu'il a fait. Il l'a fait juste avant de mourir, tu vois. Mais sinon, je le vois pas être en train de dire Mickey, il t'aime, petit. Enfin, Mickey, c'est plutôt le genre à t'insulter. Enfin, je sais pas, j'arrive pas. Mais après, la scène la scène est très mignonne. Il le traite de son of a bitch et tout. Enfin, c'est du très bon Mickey. En plus, bon, bah, ça manquait un petit peu dans Rocky 4, parce qu'il y avait pas. C'est Duke, l'entraîneur dans Rocky 4. Il est pas vraiment au niveau de Mickey, quoi. Ouais, c'est Duke et surtout poli, quoi. Donc c'est clair. Ouais. C'est vrai que c'était poli aussi. Mais pour le coup, j'ai trouvé le maquillage de Meredith vachement plus accentué que d'habitude, quoi. Mais les oreilles, ouais, c'est ça, ouais, mais ils l'ont quand même maquillé aussi, et la combinaison des deux, ça fait vraiment un visage bien défoncé, quoi, là. Il faudrait que ce soit comme un ange gardien au-dessus de ta tête. Si tu prends des coups, et que ça te fait comme avant un chaos,
Lui, l'ange gardien, il va te murmurer à l'oreille, il va te dire « Je te lève, bourre de traîne patin. Il y a le Mickey qui t'aime. » D'accord. Take you back. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, cette chanson, elle est dans tous les Rocky, donc déjà, c'est obligatoire. C'est une chanson de merde de Frank Stallone, comme toutes les chansons de Frank Stallone. Hein. J'en ai écouté quelques-unes, je peux vous le dire. C'est pas vraiment génial. Sauf que là, c'est la version rap, quoi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la musique rap qu'on entend pendant tout le film? Horrible. Je trouve la BO horrible. T'as pas fait gaffe, sérieux? Non, mais tu sais, la musique, j'ai encore des limites. Hein. T'as pas fait gaffe que c'était du rap beatbox tout pourri Franchement, mais ça m'est passé au-dessus de la tête, quoi. Mais bon, voilà. Ah, pourtant, c'est un des trucs qui choque, surtout quand tu compares au premier Rocky où c'était... Mais tu sais, il était dans la rue, hein, donc moi, j'ai trouvé ça normal, en fait. Ah, il marche dans la rue, il y a du rap, c'est normal. Quoi. Ouais, bah la rue, c'est le rap, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà, quoi. Et puis attention, hein, on parle de MC Hammer, enfin voilà, on est... Ouais, mais à ce moment-là, il faut prendre leur bonne chanson. Hammer, Snap, on est sur le rap très gentil, quoi. Ouais, c'est... Il est censé retourner, je suis quasiment sûr que dans la rue... C'est inoffensif, quoi. Oui, c'est ça, les rues de Philadelphie où il a grandi, je pense que... Mais encore une fois, c'est l'idée que se faisait Stallone des jeunes cools de l'époque. Lui, il pense rap, donc il pense MC Hammer, alors que, bon, voilà. Il pense pas Public Enemy, il pense pas Wu-Tang, il pense MC Hammer. Pour lui, le rap, c'est MC Hammer, le rap des darons. Ouais, Wu-Tang, ça n'existait pas. Oui, non, mais... non, mais sinon, quand même, c'est le gros truc, c'est qu'il a essayé de continuer à aller avec son époque. C'est-à-dire que dans les deux films précédents, il avait mis des chansons rock des années 80 parce que c'était ça qui marchait. Ouais, et donc, il s'est dit, je vais faire la même chose avec le rap. Sauf que ça n'a pas du tout marché, quoi. Ah, t'as raison. Ah, bah, le Wu-Tang s'est formé en 92. Bah, tu vois, je l'ai placé... Ouais, t'es un spécialiste du Wu-Tang ici. Ouais, bah, je vois ça. Bah, pour coup, t'as un vrai ignare sur la question, donc j'admets volontiers. Je pensais qu'il s'était formé avant. Mais est-ce que le rap, il y a besoin que ce soit particulièrement incarné par quelque chose qui lie le rap au film, ou vous considérez non, que mais si c'est du bon rap, oui. Enfin, tu vois, comme c'est du Survivor, c'est de la bonne musique qui te donne la motivation. Là, il n'y a aucune chanson qui te donne. Il y a le go for it. Et on dirait la musique des Tortues Ninja. Je suis désolé, c'est la musique. Là, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai vu un film qui s'appelle Flashdance. Ça, c'est de la bonne musique. Voilà, et en fait, je trouve sincèrement que Maniac est une chanson qui, moi, m'est absolument insupportable, que je déteste, mais qui est une chanson absolument parfaite pour le film, qui est une chanson de motivation, qui est une chanson dansante. Les textes ont un sens par rapport à tout le reste. Alors certes, c'est une chanson qui est composée pour la musique, mais par rapport à Rocky V, c'est profondément à côté de la plaque. Ah, complètement. Ça fait vraiment à côté de la plaque. Ça a du sens dans l'époque. En fait, encore une fois, c'est vraiment Stallone qui est un peu largué. Ça a du sens d'avoir une bande-son rap en 1990, ça a du sens d'avoir une bande-son rap pour un film qui retrouve la dureté des rues de Philadelphie et tout. Et ça n'a pas de sens de choisir MC Hammer parmi tout ce que tu pouvais choisir. Et pour le coup, alors je ne connais pas l'histoire de la bande originale de Rocky V, je ne serais vraiment pas étonné qu'il n'y ait pas eu que la sélection a été faite par Stallone lui-même. Oh, sûrement, bien sûr. Voilà, celle du 4 aussi, hein, mais il est comme ça, Stallone. Donc Rocky est redevenu con. Hein, oui. Voilà. Il a retrouvé sa balle aussi, quand même. Adrienne est de retour à l'animalerie, donc je me demande, est-ce qu'elle est de nouveau timide? Parce que si lui, il est redevenu con, est-ce qu'elle va remettre ses lunettes et son bonnet, elle va se recacher comme ça? Moi, ça me fait quand même trop marrer, cette animalerie. Genre, c'est l'endroit, t'y as pas bossé pendant 15 ans, mais tu reviens, non, ouais. On avait gardé une place pour toi, t'inquiète. On avait gardé ta place. On s'est dit, tu vas voir un jour, Adrienne, elle va revenir. Non, et surtout, je sais pas si vous vous souvenez de la taille du chien dans la toute petite cage. Butkus, quoi. C'était triste. Ouais. Je suis désolé, l'animalerie, normalement, elle est fermée depuis 10 ans pour mauvais traitement. Le gros Butkus, il était dans une cage toute minuscule. Là. La cage, il tenait que assis dans la cage. Là, non, il n'y a pas voir que cet endroit c'est soit le chien encore de ouvert. Stallone, c'est lui qui l'a mis dedans en plus. Hein. En plus. Tommy Gunn et sa coupe mulet. Est-ce que vous aviez la coupe mulet quand vous étiez jeune?
Mais je crois que Nico, il l'a quand il est vieux, non? Je vois bien Nico, Zoltan avec une coupe mulet. Je vois très bien Zoltan avec une coupe mulet, perso. Non, je crois que j'ai jamais eu, mais je crois que Nico, t'en as une de coupe mulet. J'ai déjà vu des photos de toi avec une coupe mulet. Ouais, j'ai eu. Non, alors, on va pas appeler ça mulet. J'ai eu la nuque un peu longue, on va dire. T'as eu la queue de rat, quoi. Ok, d'accord. Mais ça peut être bien porté, la coupe mulet. Honnêtement, non. c'est. Non, j'ai jamais. Je vois que Zoltan, il fait des recherches avant les épisodes. Non, je me porte en faux. J'ai eu les cheveux bizarrement longs, mais jamais vraiment mulet. Ouais. Ah, mais franchement, ça inscrit tellement le film dans son époque qu'on peut pas. Voilà. Ça et la musique, en fait, c'est les deux trucs qui font que le film est daté et direct, en fait. Et je me rappelle quand j'étais petit, je le trouvais déjà daté, le film. Alors que celui des années 70, il passe comme tranquille. C'est hallucinant, la comparaison, quoi. Est-ce que des marqueurs comme ça? C'est ça aussi la force des costumes, des coiffures et tout. C'est-à-dire que pour prendre un film qu'on aime tous, je pense beaucoup, c'est le premier Die Hard. Finalement, Bruce Willis en débardeur blanc. Un débardeur blanc, ça ne vieillira, en soi, ça ne vieillira jamais. Et finalement, ça contribue aussi grandement au fait que les films perdurent dans le temps, quoi. Si tu adoptes un look intemporel, ton film, alors tu peux jamais totalement éviter les téléphones portables qui apparaissent, voilà, comme ça. Ça, tu pourras jamais rien y faire. Mais mine de rien, c'est sûr que si tu adoptes intégralement les looks de l'époque, ton film est condamné à partir à l'époque. Ça dépend. Regarde Alien, par exemple. Tu regardes Alien, par exemple, où ils ont vraiment tous le look des années 70, les cheveux, les cigarettes sur cigarettes, la technologie qui est très ancienne. Et je trouve que ça marche, par contre, sur certains trucs, comme par exemple la science-fiction, ça peut fonctionner, tu vois, je trouve. Ouais, mais alors, Alien... Parce qu'il a pris des persos de camionneurs aussi de l'espace, quoi. Donc, oui, déjà. Et ensuite, ils ont quand même tous Star Wars aussi, hein. Des débardeurs et culottes blanches et des combinaisons toutes similaires. Mais regarde la coupe de Luke Skywalker, par exemple, tu vois, c'est pas une coupe qu'on verrait de nos jours. Non, mais je trouve pas qu'elle soit marquée particulièrement. Enfin, tu vois, c'est vrai que le mulet, ça a été. En fait, je pense qu'il y a aussi certaines décennies qui sont vraiment marquées par des mulet très fortes. D'une autre galaxie et d'une saga qui se passe dans le futur. Donc là, à la rigueur, tout est possible. Mais Tommy Gunn, dans tout son perso, il incarne tellement les années 90 entre ses combinaisons un peu fluo, chelou là. Brillante et ça limite il a une banane. J'ai l'impression de le voir avec une banane. C'est vrai qu'on dirait qu'il a une banane. Tu vois, et sa coupe mulet, le mec. Il a des mitaines en cuir, il a son jogging mais un peu trop large qui fait vachement Guido du New Jersey. Et bien sûr la coupe mulet. Et puis même il a un peu une tête à claque, hein, Tommy. On va pas. Puisqu'on continue sur le physique, il a un cou monstrueux. C'est un bœuf. Il est impressionnant. Je crois qu'il en a deux. Il a deux coups en fait. Non. Qu'est-ce qu'on en pense? Absence totale de charisme, déjà. Lui a eu un destin... je vais en parler. Voilà, tu vas peut-être en parler après. Donc, voilà, je pense que le film, malheureusement, a fait plus de mal à sa carrière qu'autre chose. Mais même si le film a été relativement rapidement oublié, mais... je comprends pas trop en fait pourquoi il est là. C'est-à-dire que il est censé être un jeune boxeur pris sous l'aile de Stallone, mais Stallone très clairement refuse de lui laisser prendre la lumière et lui donne finalement un très mauvais rôle. C'est-à-dire que c'est un salaud, mais c'est pas vraiment un salaud puisqu'il a comme Rocky, il a qu'une envie, c'est de s'en sortir. On est censé s'attacher pour ce mec qui n'a aucun charisme et qui va trahir Rocky. En même temps, c'est sans doute comme Sage Stallone, un mec plein de talent, mais qui débarque quand même dans le pire film de la saga, et en tout cas qui a des dialogues qui n'ont ni queue ni tête. On peut le charger, mais c'est aussi un mec qui très clairement, et dans sa vie par la suite, très clairement n'a pas eu de bol. Moi j'aime bien ce rôle, moi. Enfin, je trouve que l'idée du rôle est pas mal, en effet de créer un personnage que Rocky va vouloir mettre sous son aile et qui finalement va avoir une espèce de conflit avec son fils, d'affection, et le perso qui a pas de cœur. Je trouve que sur le papier, c'est une bonne idée. Ça change un peu de ce que Rocky nous avait proposé précédemment. Et je pense que ça aurait pu être vraiment intéressant, mais c'est juste que le mec est pas bon et que ça manque un peu d'incarnation globale et les switches sont trop violents entre le perso, t'arrives pas à comprendre réellement pourquoi il devient un connard du jour au lendemain, quoi. Et en plus, je trouve qu'ils auraient pu faire un truc un peu plus
Par exemple, là, c'est un mec qui vient d'où, d'Oklahoma ou un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est débile comme choix, tu vois. Fallait faire un truc un peu plus marqué, quoi. Bah, tu fais un Afro-Américain, un Mike Tyson. Tu fais du personnage un Mike Tyson, par exemple. Après, regarde, c'est ce qu'ils ont réussi avec Creed aussi, c'est qu'ils ont fait un truc où, en fait, les deux personnages étaient totalement différents. Adonis Creed et Rocky sont totalement différents, donc ça fonctionne bien. Si tu prends un personnage qui est plus comme Rocky, non, ça marche pas. Ouais, mais ils voulaient éviter le clubberlang un peu, je pense. Parce que c'est vrai que c'est vrai que si c'est un Tyson, ça aurait ressemblé énormément à clubberlang. Oui, mais comme tu dis, en même temps, c'est vrai que c'est si on les regarde bien, finalement, la seule chose que veut Tommy Gunn dans le film, c'est le parcours de Rocky. Donc finalement, on nous demande à un moment en cours de film, finalement, le personnage de Duke, qui lui vraiment est du promoteur, hein, Duke, est absolument détestable. Mais en soi, le personnage de Tommy, il n'est pas tant que ça. Il essaie juste de s'en sortir et on voudrait que ce soit le bad guy. Sauf que moi, durant le combat final, en plus ce moment complètement improbable où il n'y a que Tommy qui se fait arrêter à la fin par les flics et où Rocky est acclamé par la foule et tout. Et alors qu'en fait, j'ai pas forcément envie, j'étais pas spécialement pour Rocky, quoi. Bah, ce qu'il fait pour vraiment te faire te créer de l'antipathie pour ce perso, c'est de le faire taper de manière lâche, quoi. C'est-à-dire qu'il tape, alors qu'on lui demande d'arrêter, il tape dans le dos de Rocky enfin, tu vois, il a un côté lâche dans ses combats, ce qui fait que bah, tu sens que c'est pas un mec bien, mais c'est pas une manière de personnifier le gars pour autant. Tu vois, c'est vrai que c'est un peu brutal, ça vient un peu de nulle part, je trouve. Exactement. Il pourrait aussi développer, par exemple, il fait un speech dans la cuisine pour dire que son père le battait et que quand il est sur le ring, il imagine son père et tout. Il y a de l'idée, mais ils font rien avec, en fait. C'est juste, ils te balancent une phrase comme ça. C'est un peu bizarre, Rocky fait une blague et hop, on passe à autre chose, quoi. Je trouvais ça vraiment très étrange, la manière dont ils ont géré ça, quoi. Et puis encore une fois, pendant tout le film, moi j'ai nettement presque plus d'antipathie. C'est compliqué à dire comme ça, mais plus d'antipathie pour le personnage de Rocky qu'on n'a rien à battre de son fils et qui s'intéresse beaucoup plus à Tommy, qui mérite franchement pas toute cette attention. Et finalement, le personnage de Rocky est quand même assez problématique. D'un seul coup, on nous demande de l'aimer plutôt que l'autre, quoi. Donc, les persos sont mal écrits. Les persos sont mal écrits. Ça va très vite. Hein. Le moment où il dîne chez lui, il lui propose la chambre de son fils, comme si, genre, non, mais t'es un clébard, tu peux dormir avec Polly, toi. Genre franchement, c'est abusé. Tu te dis, c'est trop rapide. Il y a un moment. Surtout la chambre de Polly qui doit être dans un état déplorable. Mais dans les trois derniers Rocky, en fait, on pourrait se mettre dans la peau du méchant et se dire qu'il a peut-être raison. Clubber Lang, il a le droit de vouloir gagner le titre. Tu vois, on lui refuse de gagner le titre. Drago est forcé par son pays à se battre. Et là, Tommy Gunn, il veut surtout sortir de l'ombre de Rocky. Tu vois, tu peux te dire qu'en fait, en fait, ça fait que Rocky, il est pas si, c'est pas vraiment le héros qu'on nous vend tout le temps, quoi. Tu peux regarder d'un certain point de vue et te dire. De toute façon, ça reste de la boxe, donc il n'y a pas de manichéisme à avoir, quoi. C'est normal que dans ces cas-là, il n'y ait pas un gentil et un méchant, tu vois, en vrai. Exactement. Et puis, ça reste l'histoire de Rocky depuis le premier, cette histoire toujours de rêve américain, de rêve de grandeur, de rêve de s'en sortir. Et évidemment que dans toute cette histoire de rêve américain, pas forcément qu'il reste sur le bas-côté, mais on s'en fout. Voilà, l'histoire est grande, l'histoire est belle, et on nous demande d'oublier ça, et on l'accepte volontiers. Ouais, et en plus, dans le premier, il perd d'une certaine manière, donc c'est même pas comme si c'était fort. Enfin, tu vois, la série, depuis le début, elle dit pas que les perdants sont les méchants, hein. Elle dit que l'important, c'est de se donner et d'aller au bout de tenir la distance. Clubber Lang et Drago, c'est quand même des grands méchants, quoi. Tu vas pas me dire. Oui, mais tu vois, par exemple, Drago, il va le racheter dans Creed 2 vraiment, ce qui est plutôt intéressant. Clubber Lang, on le reverra plus jamais, mais. Moi, avec Drago dans Creed 2. Ouais, c'est vraiment bien. J'aime pas Creed 2, mais je trouve ça vachement bien ce qu'ils font. Et au final, Apollo Creed, qui était supposé être le grand méchant, c'est devenu le meilleur pote de Rocky. Donc tu vois, au final, le côté opposition de deux hommes a jamais été vraiment une volonté de créer des méchants, sauf Drago qui a tué. Quand même, ouais. Drago, oui, parce qu'il tue dans le film, c'est chargé, mais il le rattrapera 30 ans plus tard, quoi. Mais pas mal. Pour moi, dans mon enfance, il y avait pas Creed 2 là. Creed 2, ça fait quoi, 2 ans qu'il est sorti, tu vois, donc c'est très frais. Drago, il a quand même tête, buté Drago, c'est quand même le mec qui a tué Apollo Creed. Et Clubber Lang, il a plus ou moins buté Mickey. Donc, oui. Et encore une fois, on retient toujours cette histoire de rêve américain. C'est-à-dire que c'est ce que tu disais. Nous, dans notre esprit,
Rocky, c'est le grand gagnant, le grand combattant et tout. Et un des trucs que je continue de trouver absolument bluffant et absolument fou et ultra culotté, c'est que dans le premier film, il perd son combat. Et même nous, en tant que fans, quand on arrête d'analyser un peu et qu'on pense à la saga, limite, on aurait tendance à l'oublier. Et moi, c'est vraiment un des trucs qui me... C'est à chaque fois, j'ai beau savoir qu'il perd, je continue de penser qu'il va peut-être gagner. Et vraiment, c'est un des trucs qui ils le font 3 fois dans la saga. Oui, ouais. non, on est bien d'accord. Mais voilà, ce combat final dans Rocky 1 reste, c'est une banalité de le dire, mais reste vraiment, je pense vraiment le sommet de la saga. Monsieur Balboa, comment ça va? Je m'appelle Tommy Gunn. Ah ouais, ça va? Un nom qui rime avec chewing-gum. C'est drôle. En parlant de Tommy Morrison, dans les épisodes précédents, on s'était attardé sur les vies plutôt extraordinaires de Mr. T et de Dolph Lundgren. Franchement, on a eu les méchants dans les Rocky, c'est toujours quelque chose, quoi. Alors, pourquoi pas faire... Est-ce que Mr. T est diplômé en physique nucléaire ou je sais pas quoi? Non, mais il a eu un dessin animé. Voilà. Et ça, c'est peut-être mieux qu'avoir un diplôme. Dolph Lundgren, c'est ça, il est diplômé. Il est diplômé de 4 d'ingénierie, je sais plus trop quoi. Institut Royal de Technologie. Donc pourquoi ne pas faire la même chose avec Tommy Morrison qui interprète Tommy Gunn dans Rocky 5. Donc c'était un vrai boxeur. Et un boxeur plutôt génial, qui avait une gauche capable de te foutre KO, mais très rapidement, quoi. Il a fait des très beaux combats. Il a même mis George Foreman KO, alors que George Foreman, fallait y aller pour lui taper dessus. C'était comme Rocky, George Foreman, tu vois. C'était genre, tu pouvais tenir 15 rounds avec lui à lui mettre des droites pendant tout le truc. Il tombait pas. C'est dans son nom, il s'appelle Foreman, quoi. Voilà, on va faire comme si tu n'avais pas dit ça. Et il aurait pu avoir sa chance au titre contre Tyson à l'époque, sauf qu'il a passé sa vie à boire, à se droguer, à faire des orgies, littéralement des orgies, je déconne pas. Il était père dès l'âge de 19 ans. À une époque, il a été marié à deux mêmes femmes à la fois, tu vois. Enfin, tu te dis, ouais, quand même. Et donc, il a dû quitter la boxe en 96 car il a été testé positif au VIH. On apprendra par la suite que ça faisait 10 ans qu'il avait le virus et qu'il était au courant et qu'il n'avait rien dit à personne et qu'il avait continué de se battre. Donc, donc il avait très cool. En plus, il a probablement filé le truc à plein de monde, quoi. C'est possible. On ne sait pas vraiment. Tu viens de dire qu'il faisait des orgies juste avant. Oui. Non, je pensais que tu parlais au combat quand il se battait. Ah non. Aussi, d'une certaine manière. On ne sait pas. Ça, c'est difficile à dire. La boxe, mais la boxe et les échanges de sang, c'est quand même assez. Voilà. Et il a passé tout le reste de sa vie à dire qu'il n'avait pas le sida, à faire des tonnes de tests pour prouver qu'il ne l'avait pas, jusqu'à ce qu'il avait inventé un faux positif à un moment. Voilà. Et il partageait des théories très complotistes sur le virus du sida lui-même. Donc, il disait que ça n'existait pas, ce genre de choses. Il est décédé, devinez de quoi? Du sida en 2013, à l'âge de 44 ans. Donc une vie bien spéciale, le Tommy Morrison. J'ai regardé un petit documentaire sur lui sur YouTube qui est très intéressant et un autre qui montre ses combats et tu sentais que le mec avait un talent, vraiment un vrai talent et qu'il aurait pu aller loin. Et ça lui est monté à la tête, le succès lui est monté à la tête tout simplement, quoi. Et je pense que c'est d'avoir fait Rocky 4, de s'être dit je vais être dans un Rocky, d'être au top, ensuite la mauvaise réception de Rocky 4, je pense que ça n'a pas dû aider. Rocky 5, pardon, ça n'a pas dû aider. Je flatte Rocky 5 en l'appelant Rocky 4. Tu vois. Je pense que c'est le perso, pour le coup, à la fin, même si Nico, apparemment, toi, tu t'étais de son côté sur le combat final, je pense que de tous les antagonistes de Rocky, c'est vraiment celui qui paraît le plus merdeux, quoi. Après, j'étais pas de son côté, c'est juste que je trouvais, encore une fois, je trouve que les personnages sont très mal écrits et je trouvais qu'en fait, on nous demandait. Ouais, que Stallone n'était pas beaucoup mieux, quoi. On nous demandait très facilement d'aimer Stallone dans ce film et très facilement de détester Tommy Gunn, alors que ça me paraissait pas aussi évident. Et pour le coup, j'ai rien contre les personnages un peu troubles et tout, mais là, c'était juste foiré, quoi. Ouais, mais c'est dommage parce qu'il y a un vrai parcours miroir avec, mine de rien, avec Rocky, et en fait, c'est un peu, il y a toujours un peu ce côté, et si Rocky avait pris les bonnes décisions, quoi. Mais le problème, c'est que le comportement de Stallone à lui faire des combats un peu pourris et tout, et pas du tout ce que Rocky a vécu non plus. Donc, Rocky Junior se fait racketter par Eric d'Entourage. Voilà. Il y a des gens qui regardent c'est lui Entourage non, ici. Eric Il y a Eric d'Entourage. Ouais. Son premier rôle. Plutôt, je devrais dire oh yeah.
Et donc, il décide qu'il doit apprendre à se battre. Polly a des jumelles qui sont en fait une flasque d'alcool. Une flasque de gnôle, ouais. Ouais, c'est bon, ça. Ça déchire. Parce qu'on peut se dire qu'il va aux courses, Polly. Donc, qu'il ait des jumelles, c'est pas mal. Hey, c'est toi le fils de Rocky? Ouais, c'est le fils de Rocky. Ouais, c'est bien le fils de Rocky, hein. Ouais, alors ça va? Ouais, j'ai vu ta photo en première page. Et tu sais pas, c'est une merde ton père. Quoi? Rocky finit par accepter d'entraîner Tommy. On l'a pas dit, mais je sais pas. Ils auraient pu nous montrer Rocky faire le ménage dans la salle de boxe parce qu'il a été particulièrement dégueulasse. Ouais, il y aurait pu y avoir un montage, en effet. Il y aurait pu y avoir un montage. Cleaning montage. Tu vois, ça, on l'avait pas eu le cleaning montage encore. Et donc, Rocky commence à s'occuper de Tommy et d'oublier son fils. C'est pas vraiment le Rocky qu'on connaît, hein, parce que Rocky, il a beau être con. Pour ce qui est des relations avec les gens, de l'affection, des relations avec les gens, il est là, quoi. Donc c'est assez étonnant de le voir mettre des œillères pendant tout le film à ce point. C'est vrai qu'elle n'est pas subtile. Hein, putain, non, voilà. Les moments où il dit mais ça en pause. Vas-y, qu'est-ce que tu disais, Tommy? Genre vraiment en mode son fils, il lui dit un truc, il est même pas capable d'écouter 2 phrases de ce que son gamin a lui dire, quoi. Ouais, alors son fils lui dit j'ai récupéré le manteau des mecs qui m'ont racketté. Enfin, c'est énorme. Il s'en fout complètement, quoi. Ouais. Ah non, mais ça, il est même pas capable de juste avoir 3 secondes d'attention pour son gamin. C'est hardcore. Ouais. C'est un peu hardcore. Et surtout d'une seconde à l'autre. C'est-à-dire, une fois qu'il rencontre Tommy, ça y est, c'est fini. Alors qu'au début du film, il est plutôt attentionné, quoi. Ouais, c'est vraiment. Dans les films d'avant, il attendait qu'une seule chose, c'était de se débarrasser du gamin pour aller se battre. Donc là, il a plus de quoi se battre, donc il s'ennuie. Il est là, bloqué avec ce gamin qui veut une boucle d'oreille et tout, là. C'était le grand frère de Sage Stallone, d'ailleurs, dans les films d'avant. C'était l'autre fils, non? Je crois pas. Hein. Le grand frère, le Sergio, le grand frère de. Ouais. Il jouait le bébé dans Rocky 2. Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est ça. dans Rocky 2, ouais. Papa, j'ai rencontré une fille géniale aujourd'hui. Super. Ah ouais, vraiment, c'est vachement bien. Oui, elle est bien mieux que ça. Non. Change pas de fréquence, je reviens tout de suite, je reprends. Je veux juste dire à Tommy 2-3 trucs, tu vois. Hein. Rocky va voir le père Carmine. Qui oui, c'est vrai. C'est mon personnage préféré. Mon personnage préféré de la saga avec le robot. Hein. Je pense que vous le savez, mais. Ce qui me fait marrer, c'est la réaction de Stallone qui dit à chaque fois genre, ah, j'adore quand il fait ça. J'adore quand il dit des trucs en italien comme ça. Ouais, qui fait geste de croix. Tu sais que le mec, il a aucune spiritualité. C'est juste qu'il kiffe avoir le gars à la fenêtre qui fait les signes en parlant italien, quoi. Ouais. Stallone se fait des petits clins d'œil à lui-même, ou en tout cas, c'est Advidson, je sais pas lequel, Avner, pardon, qui. Sois vigilant. Il se bat, en fait, Tommy se bat au même endroit que le premier combat dans le premier Rocky. Il y a le même plan sur le Jésus avec la caméra qui descend et tout. Et tu te dis, ah, c'est sympa ça. Ça pourrait devenir Rocky en fait. Ça pourrait être sympa s'il faisait pas un montage avec une musique de merde qui fait Go for it là. Et où on voit Tommy qui gagne plein de combats en un an. Mais ça a l'air d'être un gros boxeur, Tommy. Enfin, je veux dire, là, tu te dis, en effet... il se fait une vingtaine de combats en un an. Je sais pas combien il fait, mais... il frappe fort. Hein. Ça n'a aucune logique, parce que je crois que les combats, il faut un mois ou 2 pour les organiser, s'entraîner, etc. Et là, en un an, il a de quoi arriver jusqu'au titre, et ça tient pas du tout debout, en fait. Mais bon, je sais, c'est pas grave. C'est comme le gamin qui vieillit de 4 ans en une journée, c'est pas grave. Oui, j'allais dire ça, c'est vraiment pas ce qui me dérange. C'est pas grave. Moi, en tant que grand professionnel de la boxe... Non, mais ce qui est troublant, c'est que tu as l'impression que, ils font des combats au Madison Square Garden, hein, tu fais des énormes combats, et à la fin, Tommy, il dit, ouais, j'ai toujours pas eu de thunes, moi. Bah, attends, tu fais quand même des combats de boxe dans des énormes salles, je pense que tu rapportes un peu de blé, quoi. Non, et encore une fois, on pourrait comprendre qu'il fasse des salles bien plus grandes que sa réputation si, en étant finalement entraîné par Rocky, on pourrait se dire, tiens, les gens viennent voir le petit protégé de Rocky. Sauf que tout le monde est censé le détester. Donc ouais, non, ça marche pas. Polly entraîne Rocky Junior pendant que Rocky l'ignore totalement. Donc, où est-ce que tu en es arrivé dans ta vie où ton père, c'est Rocky Balboa, le boxeur le plus célèbre de tous les temps qui a mis fin à la guerre froide. Et toi, tu te retrouves à être entraîné par l'alcoolique de service qui lui a perdu tout son argent. C'est vrai que là, il y a peut-être une reconsidération familiale à faire. C'est un gros con, Rocky, dans ce film, parce qu'il ne voit pas du tout Tommy Gunn venir, c'est-à-dire ce que Tommy Gunn va lui faire, il ne voit pas venir du tout.
Et il ne voit pas venir du tout non plus que son fils, il en a marre de sa gueule. Il ne voit rien pendant tout le film. Il est vraiment énervant, Rocky, dans ce film, je trouve. Bah non, mais parce que après, le problème en fait, c'est que je trouve en fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est un film qui est chargé de conflits et qui, à l'inverse de celui d'avant, est beaucoup moins prévisible et qui est un peu plus mouvementé et qui est plus dramatique, quoi, globalement. C'est vrai que ceux d'avant, il se passe un événement dramatique au début et tout le film t'attend le combat pour qu'il gagne ou voilà. Là, au moins, c'est plus chargé. Il y a des conflits. Le problème, c'est que c'est pas très bien fait et que ça aurait pu être beaucoup plus. Je pense que si ça avait été bien fait, ça aurait été un film qui aurait été chargé, quoi, émotionnellement, même dramatique. Enfin, ça aurait été assez dramatique. Mais vu que c'est mal fait, c'est juste un peu bidon. Mais Oui, je parce trouve que que la volonté est intéressante, quoi. dans le 3, parce que mine de rien, c'est, nous, on les a tous les films aujourd'hui, donc on peut les mater à la suite, mais mine de rien, dans le 3 et dans le 4, Rocky est invincible, ou quasiment invincible, en gros. Et je trouve que on perd beaucoup de l'attention dans le fait de finalement connaître l'issue et savoir que finalement il pourra rien lui arriver vraiment de mal, alors que là, pour le coup, là on doute. Là, au moins, il faut dire qu'on ne sait pas vers quoi on se dirige. On ne sait pas comment ça va se terminer. On peut penser que Rocky va soit mourir, ce qui était prévu dès le départ, ou en tout cas morfler. Je suis d'accord, en effet, c'est très très mal écrit, mais mine de rien, voilà, Rocky 5 qui sort, donc j'ai plus les dates exactes en tête, mais Rocky 5 c'est 1990. 90, ouais. Voilà, c'est à 1990. Donc le 4 c'est 85 et le 3 c'est 82. 82. Oui, donc en gros, ça fait 10 ans que Rocky est exactement ce que je disais au début, ce que tout le monde imagine être Rocky, c'est-à-dire... C'est une formule, quoi. Oui, c'est une formule. Le mec donne des coups, c'est comme s'il ressentait rien et il gagne à la fin. Et je peux comprendre l'envie, justement, après 10 années de ça, de revenir à quelque chose de plus... un Rocky un petit peu plus cabossé, quoi. C'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on a du désamour pour ces décisions et tout, parce que c'est mal écrit, et que tout ce côté fébrile, finalement, il est même pas intentionnel. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que le côté, il délaisse son fils trop rapidement. Si c'était travaillé intentionnel, ça aurait été intéressant. Là, c'est juste qu'on voit l'intention, et en fait, on se rend juste compte qu'elle est mal faite. Mais l'intention est intéressante, quoi. Enfin, je trouve qu'au moins, c'est chargé de quelque chose. Mais par contre, l'exécution est un peu questionnable. On a le pire montage de la saga, on en a même 2 d'affilée, histoire de qu'on soit content là, parce qu'il y a quand même 2 montages d'affilée, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi j'appelle ça un Stallone, montage unique avec j'appelle ça un montage avec ellipse au milieu. Ouais, avec la mi-temps, quoi. Ouais, c'est ça exactement. La presse a commencé à appeler Tommy Gunn le pantin de Balboa et ça passe très mal. Donc George Washington Duke lui offre une énorme maison et une rousse. C'est tout ce qu'il avait demandé au Père Noël, j'ai l'impression. Cette scène du Père Noël, elle est... genre, ok. Cette scène du Père Noël aussi, il va falloir en parler. Parce que c'est... Justement, Rocky Junior avec sa boucle d'oreille est pote avec ses bullies maintenant. Sont là pour Noël. C'est quand même génial, ça. Les mecs qui te tapent, qui te piquent ton argent tous les jours, ça devient tes meilleurs potes. C'est ridicule. C'est la rue, ça. C'est la rue, c'est la rue, mon gars. Tu vois, c'est comme les clébards. Une fois que tu leur as pissé dessus, c'est bon, c'est ton territoire, tout va bien, quoi. Poli en Père Noël. Ah oui, Poli en Père Noël. Qui fait yo, 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 au lieu de faire ho, ho, ho. T'as envie de t'asseoir sur tes genoux, sur ses genoux, Poli. Et là, Rocky dit un truc à Rocky Junior. Mais c'est vrai, tu te rappelles l'année dernière, comme on s'était marré, comme c'était sympa. L'année dernière, à la même époque, il était en Russie et son fils était devant la télé. Donc... Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme le gamin qui grandit, c'est pas grave. Oui, encore une fois, moi je passe, ça passe. C'est pas grave. Mais ça se trouve, il parlait. En fait, il avait perdu le sens des réalités. Là, c'était Stallone qui disait à son fils: non, mais souviens-toi le Noël dernier. Tu vois, la réalité et la fiction se mélangent avec Rocky. Ouais, et puis je pense que Rocky, il se rappelle plus de rien. Il est censé être à 2 doigts de la tumeur aussi. Ouais, donc, c'est ça. Moi, en tout cas, quand j'ai vu cette scène, j'ai fait oula, Rocky, il te reste plus longtemps là. Il te reste plus longtemps au début du film, il appelle sa femme Mickey, donc moi je vois pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de moments comme ça dans le film, mais au final, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ouais. Non, des moments de fébrilité rockien, ça aurait été plus intéressant. Ouais. George Washington débarque avec des cadeaux pour tout le monde et il annonce qu'il va donner une chance pour le titre à Tommy. Et là, on a une scène super pathétique de la part de Rocky où il suit la voiture pendant que Tommy se barre et qui continue à parler pendant que la voiture avance.
Et il est là, s'il te plaît, allez, je vais m'occuper de toi, viens, on va être copains et tout. Et t'es là, genre, putain, vas-y, Rocky, tu fais pitié, va t'occuper de ton fils, quoi. Quand est-ce que tu vas comprendre tout ça? C'est un business, et dans ce business, il faut... De la tête, hein. C'est toi ça qui que t'allais veux, dire, pas moi. que j'en ai pas, et t'allais dire que j'ai pas de tête. Écoute, Rocky, tu m'as fait faire du chemin, mais Duke me donne la chance d'aller au titre, pas toi. Si tu veux toujours m'entraîner, fais-le. Si tu veux pas, le fais pas. Tu marches avec moi ou on se sépare. On n'a pas parlé, mais c'est vrai que pour revenir sur le perso d'Adrienne, il y avait une scène quand même où elle engueule Duke. Ouais, mais Adrienne, ça fait 5 films qu'on se la tape à faire des monologues. On en a marre de ces monologues, Adrienne, au bout d'un moment. C'est vrai que là, j'ai bien aimé le moment. Un coup, c'est de te bats pas, un autre coup, c'est pas toi, un autre coup, c'est pas. C'est littéralement ça. Ouais. Elle sert plus à rien à part se pointer pour une scène dans le film pour faire un monologue. Et t'es là, genre, mais arrêtez, donnez-lui quelque chose à faire, la pauvre, quoi. Et c'est vrai que mine de rien, son personnage a tellement pas bougé que depuis le premier film, la seule vraie évolution notable de son personnage, c'est dans Rocky VI quand finalement elle meurt et que c'est son absence. Non mais c'est horrible. C'est vraiment, il ne savait juste passer le premier, il savait plus quoi en faire. Et en fait, dans le 3, elle est bien. Voilà. Oui, elle est bien. Dans le 3, là, une bonne scène, mais le problème, c'est que c'est l'alternance. C'est que dans le 2, elle veut pas qu'ils se battent. Dans le 3, elle veut qu'ils se battent. Dans le 4, elle veut pas qu'ils se battent. Dans le 5, elle veut plus qu'ils se battent aussi. Mais je m'excuse pour les gens qui regardent la saga film par film, film par film, et qui n'ont jamais vu les films. Là, on vient de leur spoiler un bon gros truc. Oui. Après, aucune excuse pour ceux qui décident d'écouter un podcast consacré à la saga Rocky avant d'écouter les films, quand même. Non, mais tu fais film par film, c'est pour ça que je disais film par film. Oui, c'est vrai. On sait jamais. Il y a des gens qui faisaient beaucoup ça. Il y a des gens qui faisaient beaucoup ça avec Bond Planning et tout, donc c'est pour ça que je dis ça, parce que je sais que c'est. Pas moyen d'enregistrer un petit jingle spoiler rapidos, là, vous avez pas ça sous la main? Non. Oh, bah, il faudrait le faire. On n'a pas les moyens, on a tout mis dans le jingle d'entrée. Avec la voix de Stallone, une mauvaise imitation, je sais pas. C'est. Spoiler alert. Rocky 4, Rocky Balboa sera spoilé dans cet épisode. Non, mais c'est pas un spoil ultra important. Enfin, je veux dire, ça gâche pas le film, quoi, de savoir ça. C'est même presque touchant parce que tu peux te préparer un peu. Oui, c'est vrai. Oui, et d'ailleurs, c'est aussi malheureusement, et l'une des choses un peu tristes avec Rocky 5, c'est que c'est la porte de sortie donc pour Adrienne et c'est une triste fin finalement. Polly est encore là, increvable, mais Adrienne n'est plus là, alors que Talia Shire est bien vivante. Donc... Et on va en parler la semaine prochaine, les gars. Oui, on en parlera. Mais voilà, tout ça pour dire que Talia Shire, le personnage de Talia Shire n'a pas beaucoup bougé et n'a jamais été... Elle est passée de la timidité à la femme, à l'épouse. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ensuite, c'est la mère. Voilà, c'est tout. Voilà. Elle a eu le droit que... Mais même en tant que mère dans ce film... On voit qu'elle le sait qu'il y a un problème entre Rocky et son fils. Il y a des plans sur elle, gueule dessus. Il y a des plans sur elle, etc. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait avec Rocky Junior, en fait? Mais surtout, qu'est-ce qu'elle fait avec Rocky? Elle peut avoir une vraie discussion normale avec lui. Elle peut pas pendant un an à lui dire une seule fois, vas-y, occupe-toi de ton gosse, quoi. C'est ça. Et puis, en tant que mère, tu ne laisses pas ton gamin s'entraîner à la boxe avec Polly, c'est tout. Ou dormir avec Polly. Ah, mais elle est biaisée avec Polly. Ouais. Tu vois, il a l'ascendant psychologique, elle se rend pas compte. Tu dors avec Polly et pendant la nuit, il est là. Ah, mon robot, ils m'ont pris mon robot. Polly lui a quand même balancé sa dinde par la fenêtre dans le premier Rocky. Elle est toujours restée. Enfin, elle l'accepte encore chez elle. Quoi. Ouais, surtout qu'elle a causé son accouchement. Il a causé son accouchement dans le 2. Faut pas oublier ça non plus, quoi. Elle a failli crever, elle était dans le coma et tout à cause de lui. Hein, donc. Ouais, non, Polly, il a une liste. Hein. Il a une liste de trucs qu'il a fait. On en parlera peut-être un de ces quatre. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une petite liste des trucs que Polly a fait. Tous ces boxeurs que tu as battus, tu les as battus avec ton cœur, pas tes muscles. Et ça, Mickey le savait. C'est pour ça que toi et Mickey, c'était pas paru. Mais Mickey est mort. Si tu veux passer le relais à quelqu'un, passe le relais à ton fils. Rocky se réconcilie avec son fils de manière très expédiée. Hein. Je suis désolé. Ah, ok, bon, on est copains maintenant. Pourquoi t'as une boucle d'oreille? Parce que c'est les années 90. Ça. Okay. Tommy gagne son titre. Tommy gagne son titre pendant que Rocky est à fond dans le combat. Plutôt pas mal cette scène, j'aime bien moi. Ouais, là pour le coup tu retrouves le perso de Rocky. Là tu vois, t'as le vrai Rocky sincère qui, malgré le fait qu'on l'a floué, il est pas rancunier et c'est la boxe avant tout et tout ça. C'est vrai que c'est une bonne séquence. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et plutôt bien monté aussi. Et en fait, tu comprends que vraiment
l'entraînement qu'il a eu, enfin, Tommy doit énormément à Rocky, quoi, à ce moment-là. Ouais. C'est pas juste l'aura du gars, c'est aussi boxingment parlant, il lui a apporté quelque chose. C'est quand même un sacré parti pris d'avoir un film Rocky et pas une seule fois il est sur le ring, en fait. Je sais pas si on en a un peu parlé, mais quand même, quoi. Pas une seule fois, ils se disent, on met Rocky sur le ring, quoi. Ça, pour moi, c'est à mettre au crédit du film. C'est pas une on en parlait, mais c'est de comment tu renouvelles, comment tu t'essayes quelque chose avec une saga qui commençait à être au-delà du pilote automatique, quoi. Et Rocky 4, ils étaient allés tellement loin dans la formule, je veux dire, on a dit, c'est 1h30 de montage avec juste 2 combats de boxe qui rythment les trucs, quoi. Donc, pour casser un peu ça, tu vas aller ailleurs, quoi. Ouais, voilà, c'était un clip avec la boxe au milieu. Donc là, au moins, tu vas aller ailleurs, et Rocky, il va pas se battre. C'est frustrant, parce que je pense que c'est ce qui a déçu à l'époque. Je veux dire, t'as pas ce que tu veux, mais quand t'enchaînes les films, je trouve qu'il fait du bien. C'est un film qui, malgré le désamour qu'on peut avoir, ou malgré le fait qu'il est peut-être pas parfait, au moins, il t'apporte quelque chose d'un peu nouveau, après le 3 et le 4 qui se ressemblent un peu beaucoup, quoi. Et il est super important d'une certaine manière, puisque c'est dans ce film que Rocky retourne à Philadelphie, retourne dans la rue, et qu'on le retrouve dans Balboa et dans Creed. Ça n'aurait pas été le même perso s'il était au sommet, en effet. Voilà, il serait resté millionnaire tout le temps, comme à la fin du 4, tu pourrais pas avoir Balboa, tu pourrais pas avoir Creed, au final, je pense. Tu pourrais quand même avoir Balboa, parce qu'en 16 ans, tu aurais pu expliquer 1000 trucs, tu aurais pu expliquer une faillite rapidos, quoi. Mais oui, en effet, ça participe quand même ça participe d'une sorte de renouveau, parce que tu le disais, finalement, ça fait du bien de voir Rocky qui se bat pas. Et encore une fois, vous le connaissez par cœur, mais c'est un truc qui me choque à chaque fois que je revois Rocky 1, c'est à quel point c'est pas un film de boxe, quoi. Sans doute, c'est pas un film de boxe. Non, le premier, finalement, il y a très très peu de boxe. J'aimerais. Non, mais je sais, c'est juste que, en gros, à chaque film, on le dit ça, et donc c'est. Pardon. Non, mais ça, les invités, ils viennent, ils disent, tu sais, Rocky 1, c'est pas un film de boxe. Et nous, dans l'épisode sur Rocky 1, on l'a dit au moins 5 fois, je crois, ou un truc comme ça. Et donc c'est pour ça, maintenant, ça me fait rire, genre, c'est pas un film de boxe. Je pense que j'entends le mot Rocky, je vais penser, c'est pas un film de boxe. Tu vois. Non, mais franchement, si un jour tu dois refaire le poster de la saga spéciale Rocky, faut que tu mettes ça en tagline. Ou sur ton fameux livre que tu vas écrire sur Rocky. Mon livre sur Rocky, ce sera marqué c'est pas un film de boxe. Signé Nico Pratt. Non, mais signé tout le monde. Signé tout le monde. Voilà. Allez, vas-y, Tommy. C'est moi qui boxe. Fais ce que moi je fais. Fais ce que je fais. Avant, arrière, d'un côté de l'autre, c'est ça, ouais. Tommy ne remercie pas Rocky et Stallone vend très bien la déception là. Franchement, il le vend bien sur son visage. Vous voyez, je peux dire du bien du film parfois. Hein. Mais ça, c'est vraiment un move de bâtard. Par contre, là, Tommy, il devient vraiment un enfoiré, quoi. Parce qu'autant vouloir se battre pour le titre, tu pouvais comprendre, mais autant pas remercier Rocky, là, c'est vraiment. Il y a Stallone au Golden Globes qui remercie pas Coogler. C'est ça, mais c'est ça. Putain, c'est ça, quoi. Coogler, il lui avait pas offert une rousse ou un truc comme ça parce que. C'est une prostituée ou c'est quoi? C'est une call girl? C'est quoi en fait la rousse là? Parce que... C'est une pouliche quoi. Ouais, je sais pas, ça pas de nom. J'avais pas entendu ça depuis bien longtemps, Zoltan. T'es allé me la chercher celle-là. Ouais, mais je pense que c'est le mot qui correspond. Une pouliche quoi. Non, mais je t'en prie. S'il te plaît, ne dis plus jamais ça, Zoltan, à personne. Tu n'utilises plus jamais ce mot. Même en parlant d'un cheval, tu dis pas ça. Est-ce qu'elle a seulement un nom? La rousse, il la nomme. Ouais. Ils disent que la rousse pendant tout le film. Non, il la nomme. Il y a même un journaliste qui fait tu devrais te battre contre la rousse, là, elle coûte pas cher ou un truc comme ça, je crois. Karen. Il dit, Karen, c'est Karen. Ça, en plus, elle s'appelle Karen. Quoi. Ouais, c'est ça. Tommy, j'ai une bonne idée, moi. Pour le prochain combat, tu prends la petite rousse du premier rang comme challenger. Tu le rates pour une bouchée de pain. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça? Duke le manipule pour qu'il force Balboa à se battre sur le ring. Donc, en fait, c'était ça le grand plan de Duke. C'était faire tout ça vraiment pour qu'il y ait un combat entre les deux. Alors, on est sur du gros plan à James Bond, hein, presque. On est quand même sur le mec, c'est un grand méchant, quoi. Je vais prendre son poulain, je vais le retourner contre lui pour qu'il veuille se battre contre lui. Mais c'est le Joker, le mec. Ah ouais, violent. Et donc, Tommy challenge Rocky. Police en prend une et c'est à cause de ça que Rocky va se battre.
Ça aurait pu marcher si pendant tout le film, Paulie, il avait été du genre à dire « Je suis désolé d'avoir perdu votre argent, c'est de ma faute, j'ai merdé ». Il essaie de se rattraper pendant le film, et ensuite il se prend une droite au moment où tu sens qu'il est mieux dans sa vie, il se prend une droite, et là, Rocky, il se dit « Putain, t'as attaqué Paulie alors que Paulie, il fait que le bien en ce moment ». Sauf que là, c'est toujours Paulie, quoi. On s'en fout qu'il se prenne une droite, Paulie. Il le mérite. C'est bien comment il y a une personne qui le remette à sa place, quoi. C'est vrai que c'est pas le perso qui mérite le moins une droite du film. Ouais. Mais globalement, quand même, tous les persos auraient pu se prendre une droite à un moment, j'aurais pas été ça m'aurait pas énervé, quoi. Je trouve qu'ils ont tous besoin d'une petite droite, quand même. Qu'est-ce que vous en pensez de ce combat parce que Rocky dit bien sûr que mon ring, c'est la rue. Vas-y Nico, c'est ton moment. Non, je trouve ça ridicule. Je trouve ça ridicule parce que c'est vraiment, c'est le truc le moins noble qui soit, quoi. C'est-à-dire que déjà l'idée d'un combat de rue, c'est vraiment enlever toute la noblesse à la fois au sport qui est célébré dans la saga depuis le début, mais aussi au personnage qui se bat pas. Pour le coup, contrairement à Tommy Morrison, Tommy Gunn, pardon, qui très clairement dans le film se bat en imaginant son père. Stallone, lui, il se bat pas pour casser des gueules, il se bat voilà, pour se dépasser, il se bat pour la beauté du sport et tout. Là, il n'y a aucune beauté dans le geste, c'est purement et simplement de la violence, de la colère, de la violence. Ouais. Donc, et du catch. Et du catch. Et du catch, ouais. D'ailleurs, quand on avait posé la question à Stallone, on lui avait demandé, alors je ne sais pas qui a pu poser cette question parce que ça n'intéresse personne, mais on lui avait demandé à son avis que devenait le personnage de Tommy Gunn plus tard. Il répondait à un catcheur de 3e zone. Donc déjà, c'est une négation d'absolument tout ce qui faisait justement le sel et d'une certaine façon le cœur de la saga Rocky. Et en plus, c'est-à-dire que si ça avait été un combat de rue limite dans une ruelle dégueu entre les deux mecs, et qu'après, il y avait eu, j'imagine, là je fantasme, mais limite presque un Stallone qui se relevait conquérant dans sa rue, dans sa rue sale, où d'un seul coup, c'était une sorte de renaissance, où il retrouvait le goût du combat. Voilà. Pourquoi pas? Sauf que là, c'est un entre-deux que je trouve vraiment complètement débile. C'est un combat de rue, mais avec 150 personnes autour qui prennent des photos et qui applaudissent parce que, il faut bien qu'il se passe quelque chose à l'écran, et deux, parce que on doit quand même célébrer tous ensemble la victoire de Rocky, qui est une victoire absolument déplorable. Mais c'est tout. L'idée à la base est à chier, l'exécution est à chier, et c'est très très mauvais, et c'est vraiment un des pires moments de la saga. Ouais. Et ça tourne au catch, et on se dit comment Rocky a appris à faire du catch. En fait, c'est grâce à son combat contre Thunderlips à l'époque. Rocky 3, il a pris quelques notes. Mais ce qui est horrible en plus, c'est que il a quand même son histoire de trauma crânien, quoi, depuis le début. Et autant un combat de boxe, ça fait mal, mais un combat sans gants, à main nue, sans gants, ça fait là. C'est improbable, c'est absolument pas ce qu'il faut faire dans ce cas-là, quoi. C'est pour ça que je disais que le début du film, c'est on lui dit tu peux plus combattre sinon tu vas mourir, et à la fin il se bat, il vit, et ça n'a aucun sens en fait. Il y a pas d'arc, il y a rien, quoi. T'enlèves l'histoire, t'enlèves Rocky Junior du film, il est vide le film en fait. En fait, l'âme du film c'est Rocky Junior, quoi. Ouais, c'est désastreux. Et puis alors peut-être que je me trompe, mais je comprends pas très bien pourquoi à la fin. Les flics qui sont là depuis je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas s'ils ont assisté à tout le combat, mais ils font des paris. Ils passent les menottes à Tommy Gunn pendant que tout le monde acclame Rocky, alors que c'est des reporters, donc Rocky s'est défendu, hein, donc. Oui, mais c'est quand même toutes les raisons de ce combat sont complètement abstraites. Encore une fois, il y a même le curé qui est là pour dire ah bravo Rocky. Putain, tu lui as bien cassé sa gueule. Non, mais ça n'a aucun sens. Et alors vraiment, et pour dire, il y a le personnage de George Washington qui est là aussi. Rocky a qu'une envie, c'est de le taper. Et là, tu as George Washington qui dit si tu me tapes, je porte plainte, genre je te poursuis. Il lui dit 2 fois. Rocky le défonce et donc l'éclate sur la bagnole. Et il le regarde et il fait porter plainte pourquoi? Il était je sais pas, coup et blessure. Ouais, c'est ça, pour attaque, agression, quoi. Je crois qu'en fait, il voulait plutôt dire porter plainte pour récupérer quoi?
C'est-à-dire, si tu portes plainte contre moi, qu'est-ce que tu vas avoir? Je crois que moi, c'est comme ça que je l'ai vu, en fait. Dans le sens, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, donc porter plainte pourquoi? Je l'ai pas pris. Moi, c'est vrai que je l'ai compris comme okay. Moi, j'étais plutôt en mode, vu ta situation financière, la dernière chose à faire, c'est d'envoyer George Washington Duke. Non, c'est nul. On a quand même Gonna Fly Now qu'on entend vite fait, qui parle vite en version rap, version rap. T'as même pas envie de l'entendre. À ce moment-là, t'as même pas envie qu'il y ait cette chanson pour te... Ouais, voilà, pour pas la gâcher, quoi, pour pas être là à se dire, j'ai pas envie que je me souvienne de cette chanson comme étant l'hymne d'un combat de rue pourri entre deux mecs qui peuvent pas se parler. Et même, je trouve que mine de rien, le fait que cette chanson arrive à ce moment-là, finalement, la chanson est devenue tellement iconique au fil des années, c'est-à-dire que quand j'avais vu Creed au cinéma, spoiler, ce qui est pas vraiment un spoiler, mais quand j'avais vu Creed au cinéma, justement, j'avais trouvé que l'absence pendant quasiment tout le film de la chanson était finalement totalement bénéfique au film. Et il y a, dans le combat final, en fait, juste quelques notes qui surgissent à un moment, au moment où le personnage de Creed reprend le contrôle. Il y a 5 minutes de Bill Conti dans le combat. Hein. Oui. Et ils te mettent d'abord Gonna Fly Now, ensuite ils enchaînent avec The Final Bell, enfin ils enchaînent. En fait, ils t'en mettent 3 en une seule. Et je me rappelle que ma réaction quand j'avais vu ça, mais je m'étais levé, quoi. Enfin, c'était exactement. Moi, la salle, elle a explosé. C'était à ce moment-là. On est bien d'accord, sauf qu'en fait, c'était beaucoup plus subtil que ça. Oui. C'était le moment où il dit t'as un Creed, je suis un Creed, il se lève et pam. Voilà. Voilà. Et c'était brillamment amené, alors que là, c'est t'as Gonna Fly Now qui commence et ensuite ça part en rap. Genre Bill Conti, il est parti en rap, quoi. Et t'es là, c'est pas possible, quoi. Et en gros, la musique arrive uniquement parce que c'est la fin du film, quoi, et que c'est le moment où il faut la placer. Enfin, c'est pas. C'est pas subtil, c'est Rocky 5. Il a pas eu la cloche. Non, il va pas. Encore un. Non, je te dis, il va pas. Reste ici. Ne fais pas d'imbécile, Tommy. Si tu foires, je te fous, chien. Je vais faire ton tyran. Amène-toi. Je vais te descendre pour le compte. Tu vas prendre la raclée de ta vie. Encore un. Donc Rocky devait mourir dans une ambulance après le combat dans les bras d'Adrienne. C'était ça la fin qui était prévue. Adrienne qui lui annonce qu'elle attend une fille. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu ça. Ouais. Elle lui annonce qu'elle attend une fille, il lui dit qu'il sent plus ses mains. Ça, c'est Ed Wilson, il voulait absolument pouvoir faire comme avec Karate Kid, Rocky 6 avec une fille à la place, quoi. Donc, et en vrai, alors je crois, elle n'a pas été tournée, cette fin, du tout. Donc, en tout cas, je ne crois pas. Non, parce que c'est sur ce désaccord-là qu'Ed Wilson s'est barré et que Stallone a dû terminer le film. Donc c'est pour ça qu'il a fait la fin du film, qui était en même temps la fin du tournage, quoi. Ouais. Mais je trouve, à lire la scène, moi j'aurais adoré voir ça. Ouais, mais en fait, ce qui est dommage, c'est juste de se dire que terminer le personnage par un combat de rue, ouais, bon. Puis même, le but, c'est aussi de se traverser l'adversité. C'est ça, Rocky, c'est que tu te relèves toujours. C'est quoi la moralité de l'histoire si Tommy Morrison le tue à la fin du film? Alors, je précise quand même, j'aurais adoré voir ça, pas à la fin de ce film. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça. J'aurais aimé voir Rocky mourir un jour, mais voilà, c'est plutôt ça, quoi. Voilà, exactement. Il aurait pu mourir à la fin de Balboa, ça aurait été beaucoup plus... Ça aurait été plus... J'aurais préféré ça que si c'était à la fin du 5, quoi. Oui, on est d'accord. Après, il serait mort seul, donc... Ouais, c'est ça. À la fin de Creed 1, c'était une bonne fin, mais... Il est pas seul, il a un chien dans Balboa. Ouais, et puis il a toujours Polly, surtout, encore là. Ouais. Toujours là. Mais on est d'accord que ce combat de rue, c'est clairement ce qui fait que le désamour est total pour ce film, quoi. Bien sûr. Non, c'est horrible. Cette mauvaise idée horrible de penser, d'assimiler la boxe à la rue, d'essayer de jouer ce parallèle-là qui fonctionne pas, quoi. Mon rime, c'est la rue. Ouais, non, mais en plus, ça n'a aucun sens. Enfin, on l'a jamais vu. On l'avait jamais vu se bagarrer. Il voulait pas casser des doigts. Non, mais c'est ça. À la base, c'est complètement faux. Mon ring, c'est la rue, c'est faux. On l'a tous vu que c'était pas le cas. C'est justement, il canalise tout ce qu'il a en lui, il le canalise dans la boxe. Donc, exactement. Rocky et Rocky Junior montent les marches. Et Rocky lui donne le gant de boxe qu'il allait donner à Tommy juste avant. Ça fait vraiment... Bon, mon protégé, il m'a lâché, donc tiens, c'est à toi que je vais les donner plutôt... Enfin, moi, je le prendrais mal si je voyais mon père se préparer à donner un collier à quelqu'un et au final, il me le donne à moi. C'est quand même... j'en veux plus de ce truc, quoi. C'est bon, quoi. Pas bon pour un boulet.
Mais ouais, et ils vont au musée. que... Et voilà, ça se termine sur un montage de photos avec Elton John qui chante une chanson affreuse écrite pour le film. The Man of the Man. Elle est vraiment nulle. Et pour longtemps, c'était la fin définitive de la saga. Regarde-moi ça. Je monte et je descends ces marches depuis combien de temps? 20 ans déjà. Et j'ai jamais su qu'il y avait des tableaux de valeur dans ce bâtiment, c'est pas vrai? On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Tu crois? Tu vas adorer Picasso. Ouais. Oh, tu sais, moi, j'adore presque tout le monde. Je vais vous demander donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Rocky V? On va commencer par toi, Nico. Je pense que c'est un film bourré de bonnes intentions, très mal exécuté, que c'est évidemment, sans surprise aucune, le pire film de la saga. Mais je trouve, et au risque de ne pas me faire que des potes, je trouve que Rocky IV est trop complimenté, alors que celui-là est trop détesté. Voilà. Il y en a un qui est fun et un qui ne l'est pas, quoi. Oui, mais je trouve... Il n'y a aucun fun dans ce film, quoi. Il n'y a rien qui te donne envie de le revoir, alors que le 4, c'est marrant, quoi. Alors, ça, on est bien d'accord. Non, mais Sofiane, on met de côté ton obsession pour le robot. Non, mais je parle du fait que c'est fun à regarder, quoi. C'est comme le 3. Le 3, il est fun aussi, tu vois. Y a pas, je préfère regarder le 3 que le 2. Le 2, il est pas fun, quoi, tu vois. Mais en soi, je suis tout à fait d'accord. Et Rocky 4 est en effet un meilleur Rocky que Rocky 5. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais mine de rien, je trouve que, et encore une fois, quasiment tout est absolument raté dans ce film. Il y a davantage d'envie dans Rocky V de revenir aux sources, de raconter l'histoire d'un père et de son fils, de raconter finalement la suite de Rocky, son avenir. Voilà. Mais il y a plus d'ambition dramatique, en fait. Enfin, voilà, exactement. Il y a plus d'ambition dramatique que dans le 4, qui est un film, encore une fois, le 4 qui est un film déjà... Alors, complètement, on l'a dit, clipesque. Je pense que vous avez dû parler des années MTV voilà, dans le précédent épisode, mais qui est un film qui est complètement un film de son époque, qui vieillit bien ou mal, là, n'est pas tellement la question. Mais finalement, il y a plus à défendre dans Rocky V, avec toute proportion gardée, que ce qu'on veut bien dire. Je suis d'accord. Et je trouve que ce film ne mérite pas forcément d'être aussi facilement jeté aux oubliettes. Il y a quand même des bonnes choses, il y a des bonnes intentions, même si elles sont ratées. Je vais vous dire ce que j'en pense, ce film est une merde. Voilà. ça fait, je sais pas, ça fait 30 ans, qu'il a un peu plus de 30 ans. Ouais. Et je l'ai vu jeune et je l'avais détesté très jeune. Et là, je me suis dit, je vais le revoir en ayant à peu près appris plus de trucs, en sachant qui est Tommy Morrison, en sachant plus sur Sage Stallone, etc. Essayer de voir les bons côtés, les bonnes choses. Mais au final, pendant tout le film, j'étais en train de me dire, putain, mais vivement qu'on passe à Balboa, quoi. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est de parler de Rocky Balboa, là, maintenant. Franchement, il n'y a pas de motivation. Un Rocky, c'est quoi? C'est la motivation. C'est la définition même de la motivation. Un truc qui te motive à faire quelque chose, à avoir envie de te bouger, qui t'apprend des choses, qui te motive, quoi, tout simplement. Il n'y a rien, là. Il n'y a pas un seul truc qui est motivant. Ouais, mais justement, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'il casse totalement la formule, quoi. Et quelle est la morale de l'histoire? Quelle est la morale de l'histoire, en fait? La famille, c'est plus important que de vivre ta vie par procuration avec un boxeur de seconde zone, quoi. Enfin, d'accepter à quel moment tu vois vraiment la différence entre sa relation et son fils? À quel moment est-ce que... à la fin, il monte les marches avec lui, quoi. Et voilà. Sinon, c'est un très mauvais père du début à la fin. Même à la fin, il lui offre les gants, quoi. Oui, non, mais on comprend le parcours. Le parcours, c'est de dire que ça sert à rien d'essayer de revivre. J'en reviens pas que je suis en train de me... On parle de Rocky V et c'est moi qui suis en train de passer pour le méchant de service qui insulte. Non, mais on est plutôt... on est quand même tous d'accord pour dire que ça... On est tous d'accord pour dire que c'est un film raté. Mais dans quel monde on est tous d'accord pour dire que c'est un film raté. Après, en effet, il y a plus d'ambition dramatique dans celui-là. Et finalement, je trouve ça, encore une fois, si on met ça en parallèle avec la propre vie de Stallone, je trouve ça assez touchant que le mec décide un peu de revenir aux origines, même s'il le fait mal, même si c'est mal écrit, même si Tommy Morrison, c'est pas possible. En fait, j'aurais voulu que les 10 minutes du début où on nous explique que Rocky est malade et qu'ils ont tout perdu, je voudrais que ce soit ça le film, en fait.
Ah mais ouais, mais carrément, mais c'est Creed quoi. Bah, c'est un peu ce que sera Balboa aussi. Ouais, Balboa ou Creed, tu vois, c'est ce qu'on verra par la suite, et c'est ce qui fait que ce film est le film qu'on peut le plus facilement sauter dans la saga Rocky, quoi. Enfin, le 2, je préfère largement regarder le 2 que le 5, hein, et je pense que je suis pas le seul, quoi. Enfin, moi je sais pas, moi je trouve que après les avoir découvert là tous. Je trouve que le 5, il arrive, quand t'enchaînes, il fait du bien parce qu'il apporte quelque chose de nouveau. Le 2, il est tellement dans la redite un peu bancale que moi, je le trouve moins intéressant. Ouais, le 2 est presque... Le 2 est presque... C'est pas un film qui fait plaisir, le 5, je suis d'accord. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas un film qui est un film qui t'emballe, qui est un film galvanisant du tout. Mais dans la saga, il apporte quelque chose, une nouvelle saveur, des nouvelles idées, une nouvelle ambition. Et je lui jetterai pas la pierre aussi violemment. Je vais vous dire un truc. Là, ça fait presque 1h50 qu'on parle du film. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant de parler Rocky 5 que de regarder Rocky 5. Tu vois, c'est vachement plus. Il y a beaucoup plus de choses à dire sur ce que ça aurait pu être, sur ce que c'est vraiment. Ça veut dire que quand même, il y a des choses qui nous font parler. Il y a des épisodes sur des films bien plus longs, bien plus intéressants, où on va faire 1h30, et là on se retrouve à faire 1h50, tu vois. Et c'est que ça veut dire quelque chose, je pense. Ouais. Mais je trouve pas que ce soit un film ennuyant, par contre. Tu vois, je trouve qu'il a au moins cette qualité que il est chargé de tellement de trucs. Alors tout fonctionne pas, mais il est pas genre ennuyant. Tu vois, il y a pas de longueur. Il est un peu irritant. Il est irritant. Les scènes avec le gamin, avec les bullies et tous ces trucs-là, c'est quand même bien. Tommy Gunn. Enfin ouais, tu passes quand même. Je pense qu'ils auraient pu se passer de faire un Rocky jusqu'à Balboa, quoi. Je pense pas que ce film était nécessaire, personnellement. Mais c'est vrai que Nico, pour moi, je trouve que Nico a raison. T'arrives pas à Balboa sans ce film, et ce film-là, il donne beaucoup de choses à Balboa, mine de rien, parce que le désamour que tu as eu pour ce film, il amplifie l'amour que tu vas avoir pour Balboa après, je trouve. Donc, ouais, après, pour le coup, ce que je disais aussi, c'est que 16 ans ayant passé entre Rocky 5 et Balboa, on aurait aussi pu se dire que tout ce qui se passe dans Rocky 5 fait l'objet d'un carton au début. Oui, mais même, je parle de toi dans ton expérience de spectateur, c'est d'être resté sur une frustration de ne pas avoir Rocky sur le ring et tout. Je veux dire, si tu avais suivi la saga à l'époque, je pense que de revoir Rocky remonter sur un ring dans le 6 et tout, si le 5 n'avait pas été là, ça aurait été moins impactant, je pense. Alors, pour le coup, pour être tout à fait honnête, moi, je suis né en 85. Donc, pour le coup, je n'ai pas du tout vécu la saga en même temps. Et en fait, j'ai même découvert Rocky Balboa sans avoir pleinement conscience de toute la mythologie. Et du coup, ça m'a plutôt intrigué. Alors, du coup, j'ai tout revu il y a quelques temps. Et particulièrement Rocky 5 que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et c'est vrai que c'est un film qui a un peu le cul entre deux chaises, qui à la fois veut dire beaucoup de choses et les dit toutes mal, qui est peut-être le film qui se rapproche le plus du premier, finalement, avec Balboa. En tout cas, ouais. Mais en tout cas, qui se rapproche le plus et qui en même temps est en termes de réussite est complètement son antithèse, c'est-à-dire que tout ce que réussissait le premier, celui-là le rate. Donc en fait, finalement, ça ne m'étonne pas, et c'est pour ça que vous m'aviez proposé, vous m'avez dit duquel tu veux parler, c'est pour ça que j'ai dit Rocky 5, parce que finalement, je trouve ça c'est en effet plus intéressant d'en parler que de le regarder, mais voilà, si ce podcast a pu au moins donner l'envie à celles et ceux qui l'avaient pas vu parce qu'on leur a dit c'est une daube ou t'as pas besoin de le voir, ou voilà, je trouve que mine de rien, c'est pas un film qui dit que des conneries. Rocky 5, c'est pas un film qui dit que des conneries. Et c'est pas un film de boxe. Là, ouais, clairement, ça n'est plus. Il y a un auditeur qui m'a dit d'expliquer ce qu'est le Patreon, parce qu'on l'a jamais fait depuis qu'on a le podcast. On l'a fait dans l'ancien podcast, mais on l'a pas fait dans le nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est que le Patreon ? C'est du financement participatif. Donc, vous pouvez nous filer un coup de main pour nous permettre de faire vivre les podcasts et d'acheter du nouveau matériel et des moyens de faire des recherches, etc. On payer les hébergements. Oui, voilà, ouais, c'est pour ça, de faire survivre les podcasts. Et en échange de votre financement, on vous propose des épisodes bonus, des hors-séries, des ciné-clubs, des live-streams, pas mal de trucs. Là, par exemple, on fait WandaVision en ce moment. On a fait un petit épisode sur Chronicle, puisqu'on fait les films de super-héros en dehors de DC et Marvel.
Et moi, je fais des live streams. On va faire $1 Million Baby pour continuer dans la boxe. Et on devrait faire un film de Stallone aussi, peut-être. Faut que je mette le sondage, d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et vous pouvez retrouver tout ça sur patreon.com/plan-séquence. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes déjà une centaine. Et c'est un plaisir de faire des épisodes bonus et des trucs comme ça. C'est toujours très sympa. Voilà. Ouais, honnêtement, c'est vraiment un bon moyen de contribuer au podcast que vous écoutez et que vous appréciez écouter. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un côté très communauté qui se crée. Enfin, les Patreons, il y a un côté proximité qui se crée avec eux. Avec le Discord aussi. Un peu. Avec le Discord, voilà. Et c'est vrai que c'est des gens... on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on trouve aussi la motivation d'être aussi actifs. Et donc, n'hésitez pas à aller rejoindre cette petite... Je me suis acheté une boucle d'oreille en or grâce à vous. Une chaîne là, magnifique. Boucle d'oreille en or. Moi j'ai acheté un collier avec un gant de boxe en or au bout. Tu vois, genre du papier. Tu t'as acheté un mulet. Ouais. On blague sur les petits gants de boxe en or, mais apparemment c'était pour les avant-premières de Rocky V, c'était distribué comme goodies. Il doit coûter cher maintenant. On doit trouver des. Vous parliez dans l'épisode précédent du prix du robot. Je me souviens plus d'ailleurs, c'était combien Il ne sera jamais assez cher. Un truc 270 000. Mais pour les fans, c'est-à-dire pour les fans de Rocky V, mais pour les fans de Rocky en général, ça doit valoir son petit prix, le petit goodies d'époque. Surtout offert par Rocky Marciano à la base, donc vraiment, le mec qui comprend pas la limite entre la réalité et la fiction, c'est totalement paumé. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur Facebook, la saga pod. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à nous laisser une note et un petit mot. Si le petit mot est original, on le lira à l'antenne, par exemple. Fais gaffe parce que les mots méchants peuvent être originaux aussi. Donc, oui, on va dire gentils et originaux. Non, mais je parle toujours en me disant que les gens qui nous écoutent sont intelligents. Ils n'ont pas besoin non plus d'être tenus par la main pour tout. Merci beaucoup à Nico Pratt de nous avoir rejoints. C'était super. Pour l'invitation, vraiment. On peut te retrouver où, Nico ? On peut me retrouver où ? Oui. Alors, on peut me retrouver, on peut me lire dans Rockyrama. On peut me retrouver tous les mardis en direct à 17h sur Tsugi Radio, où j'anime une émission qui s'appelle l'apéro Tsugi, et on peut me retrouver tous les samedis à 17h50 sur TF1. Ah ouais ? Ouais, dans 50 minutes inside. Ah, je savais pas. Eh ouais. Et oui. En gros, je fais Kanye West sur Tsugi Radio et Rockyrama et Kim Kardashian sur TF1. Voilà. Est-ce que ça te dit de nous rejoindre pour Balboa ? Mais grave, franchement, avec grand plaisir. Bon, vas-y, alors à la semaine prochaine. Génial, on fait comme ça, top. À la semaine prochaine, alors. tout le monde. Merci. Ciao. Bye. Salut. Per Carmine! Oh! Per Carmine! Il est peut-être pas chez lui. Mais si, les curés, ça sent jamais. Oh, Rocky! Oh! Ma perché non hai battuto la porta?